compète, ça m'a appris plein de choses. Ce que j'ai adoré et ce que j'ai continué de développer, c'est le goût de l'entraînement. Je pense que mon point fort, c'est d'accepter ou d'aimer le travail. Elle avait participé grandement déjà à ta présence sur tes dernières courses. On est là pour se supporter l'un l'autre, on vit ça ensemble, c'est vachement cool. Ce qui est beau dans le trail, c'est qu'encore une fois, vu que c'est une discipline qui est super jeune, tout est à écrire, tout est à faire. Bon, je dis salut Vincent, mais bon. Salut Bart. On s'est déjà dit salut. Comment ça va ? Écoute, ça va pas mal. Ouais, petit étirement de lancement de podcast. C'est ça, ouais. Juste prendre la bonne posture, là, c'est parti. Non, ça va. Oui, ça va bien. J'ai flash de... Ouais, non, on se réveille. Ouais. C'est l'actu de début d'année, on se lance. Non, écoute, ça va pas mal. Et toi ? Écoute, je suis trop content d'être là. Ouais. Moi, ça me fait hyper plaisir. J'en profite là pour remercier Geoffrey de Matchy qui nous accueille dans son petit shop à Annecy. Pour les cyclistes, allez absolument voir Matchy. Voilà, c'est le deuxième petit épisode. Et puis, je suis trop content d'être avec toi parce que depuis effectivement cette petite course de quartier à Chamonix sur laquelle je t'ai découvert, je pense comme la France du trail en tout cas. Chaque intervention, j'ai apprécié t'écouter, j'ai apprécié tes mots, tu vois, la réflexion qu'il y avait un peu derrière. Donc j'aime beaucoup comment tu mènes les choses et ce que tu dégages. Donc je suis trop content et impatient de pouvoir aborder plein de sujets avec toi, quoi. Merci de venir jusqu'à Annecy et puis merci à Flore et Geoffrey de nous accueillir. Ouais. Bon, on va reparler effectivement, je te l'ai dit, t'as beaucoup raconté ta victoire, mais on a dit qu'on se le gardait pour la fin de l'épisode s'il nous reste un peu de temps, parce que tu l'as beaucoup raconté. J'avais envie de parler d'autres sujets avec toi, de savoir un petit peu qui t'étais avant, plus jeune aussi, comprendre un peu ton parcours sportif. Je veux savoir ton score au cross du collège, tu l'as compris. Ouais. Mais aussi un peu parler couple, parler assistance, parler chaussures, parler produits. Parce qu'effectivement, tu es ingénieur produit depuis 7-8 ans maintenant. Désolé, je te rajeunis pas. Ouais. 2016, techniquement, ça a attaqué. Donc, ça fait une 9e année, là. Ouais. Donc, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a autant d'expérience, tu vois, dans le produit. Donc, j'ai envie d'en profiter. Et qui, en plus, les utilise. Donc, on a un beau petit planning. De voir aussi un petit peu si ce changement de vie, un peu à tous les plans, on pourra pas tout aborder, mais comment est-ce que tu le vois, comment est-ce que tu le perçois, ça te va comme petit programme? Top, je vais essayer de suivre, faire mon mieux. Et un peu d'écologie aussi, tiens, tu as dit que c'était ton fer de lance aussi de communication. J'avoue qu'il y a de quoi discuter là, on peut se lancer direct si tu veux. Écoute, j'ai une première question classique qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport? C'est pas une question facile, ça. C'est que j'ai essayé de faire mes devoirs et d'écouter des épisodes de ton podcast, donc je me suis dit, tiens, c'est une question qu'il a posée. Du coup, j'ai réfléchi, mais j'ai toujours pas la réponse qui me vient quand même. Non, tu citais les crosses des collèges, mais moi, je pense que j'ai des souvenirs bien avant ça. Vraiment en sport formalisé, je pense que ça doit être à l'école primaire, où on appelait ça la course longue. Et course longue, c'était, alors je sais même pas dire c'était quoi en temps, je me souviens exactement de la boucle dans le quartier du village dans lequel j'ai grandi, là, à 10-15 minutes d'Annecy. Donc ça, c'est un souvenir fort. J'ai des souvenirs de m'être essayé au foot plusieurs fois. Mon père était gardien en foot. Il est toujours fan de foot, beaucoup de fans dans la famille du côté de mon père. Ça n'a pas trop marché pour moi. J'ai fait du judo plutôt. J'ai fait beaucoup de judo toute ma jeunesse. Donc j'ai pas mal de souvenirs variés. Et puis en fait, en fil rouge de ça, en grandissant à Annecy, en fait, j'ai des souvenirs juste dehors, quoi, des souvenirs que ça soit marcher dans la campagne, en montagne, faire mes premiers pas à ski, que ce soit en ski de fond ou en ski alpin, avoir la chance de même faire du ski en semaine avec l'école, très jeune. Donc, des souvenirs assez variés et pas...
je pense qu'en y replongeant, c'est assez diffus dans le sens où pas monopolisé par un seul sport et un seul type d'activité, quoi. Mais ça me va comme souvenir. C'est assez riche, quoi. Ouais, je vois ça, ouais. Beaucoup de curiosité sportive, du coup, j'imagine. Ouais, de la curiosité. Puis en fait, très vite aussi, un côté fan de sport, dans le sens où c'est quelque chose où j'ai jamais trop regardé la télé grandissant, mais par contre, c'est vrai que les événements sportifs, c'était quelque chose qui rythmait quand même côté passion. Mes parents ou personne dans ma famille a été très, on va dire, compétiteur dans le sport, mais par contre pratiquant régulier et clairement fan. Et donc ouais, j'ai été, je pense à juste mesure bercé là-dedans. Quand je dis à juste mesure, c'est que pas du tout à outrance et à dire ok, il faut absolument aller vers cette voie ou quoi, mais juste là, une dose qui était raisonnable et suffisante pour en fait me faire prendre très vite cet appétit et puis construire de manière assez lente finalement et assez raisonnable cet appétit pour l'entraînement, pour le goût de l'effort. Ouais. Ok. Est-ce que tu dirais que tes parents avaient le goût de la compétition ou simplement le goût de l'effort, le goût de l'entraînement Tu vois, moi, mes parents, ils m'ont beaucoup transmis le goût du travail, le goût de l'effort, mais la compétition, c'était toujours un sujet un peu touchy, qui était générateur de stress. Et malgré que jeune, j'ai quand même perfé en tennis pas mal. C'était surtout à la fin de ma petite carrière et même encore maintenant, avant un Aerox, tu vois, ou avant une course, la veille, tu vois, j'ai l'impression d'avoir eu ça un peu de mes parents, qui m'ont transmis un peu cette appréhension et ce stress de la compétition, tu vois. Mes parents n'étaient pas des fans de la compétition, ils aiment pas ça. Ouais. Et aujourd'hui, moi, j'ai du mal à me positionner entre j'aime et j'aime pas. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est marrant parce que j'essaie de me projeter. Je suis sûr que mes parents ils vont écouter, donc coucou. Bonjour. Ouais. Non, je pense pas que c'était je pense pas qu'ils ils contrediront là-dessus, mais c'est pas les plus grands compétiteurs, même juste par expérience et leur pratique du sport. Ils ont une pratique du sport. En fait, c'est qu'en arrivant à l'âge adulte, je me suis rendu compte à quel point c'est des sportifs assidus et super réguliers et bien au-dessus de la moyenne. Mais par contre, ils font très peu de compétition. Et donc, je pense juste par nature, ils n'ont pas cet esprit vraiment aiguisé de compétiteur ou quoi. Ça ne veut pas dire que des fois, ils ne se prennent pas au jeu sur des petites courses à aller, je sais pas, améliorer un chrono ou quoi. Mais non, en tout cas, ils m'ont jamais pas du tout poussé et même je sais pas s'ils m'ont protégé de ça, mais plus en tout cas pas encouragé à aller vers ça. En fait, moi, ma première relation avec la compète, ça a été dans le judo, parce que donc j'en parlais, j'ai fait du judo, je crois que j'ai dû commencer à 5 ans et j'en ai fait jusqu'à mes 18-19 ans. Ok. Et le judo, il y a une partie compète qui est assez violente, quoi. C'est un sport de combat, donc surtout c'est une superbe école de la vie, mais le côté compète avec les catégories de poids, surtout à l'enfance, à l'adolescence, ça amène un aspect psychologique qui est non négligeable parce que c'est réellement un combat. Et pour moi, ça se passait pas super bien. J'ai adoré ce sport et c'est un sport que j'adore toujours. Par contre, la compète, ça m'a appris plein de choses, mais pas le goût de la compète. Okay. Donc, tu vivais pas bien les veilles de... Non, puis c'est surtout que en fait, je perdais la majorité du temps, quoi. Donc, je pense que j'étais pas. En fait, plus les années passaient, plus il y avait des écarts qui se creusaient entre des jeunes qui devaient s'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine et nous dans un petit club où on s'entraînait une fois, parfois deux, à notre humble niveau. Mais du coup, naturellement, il y a des différences qui se font et un sport de combat, c'est assez radical quand la différence se fait. Tu vas monopoliser la journée ou le week-end avec les parents pour aller te rendre à une compète à l'autre bout de la région. Tu vas faire 30 secondes de combat, ça y est, c'est fini, on rentre. Ok, bon, ça y est, c'était bien la compète. Au judo, il y avait quand même des poules. Tu avais quand même 3-4 combats en poule, quoi. Ouais. Oui, tu pouvais te prendre 3 savons, quoi. Ouais, c'est ça. Mais à côté de ça, voilà, ça, je pense que ça m'a aussi, avec le recul, je dis,
il y a autre chose que la compète dans le sport, et pourquoi est-ce que j'ai continué tant d'années à prendre hippon sur hippon ou à gagner si peu de fois peut-être. Voilà, ça apprend peut-être, ça m'a appris en tout cas peut-être à aller chercher d'autres choses dans le sport. Et je sais pas ce que tu en penses. Après, j'ai fait pas mal de judo et mon père a fait du judo à haut niveau. Et je trouve quand même dans les sports de duel, il y a un peu ce truc de être plus fort que l'autre et d'être capable de ressortir, pas forcément une certaine forme de méchanceté, tu vois, mais une forme de combativité où tu dois... le plus important est de déséquilibrer l'autre, et pas forcément d'être la meilleure version de toi-même, tu vois. Ouais. Et des fois, notamment, moi je l'ai vu au tennis, je l'ai vu au judo, je l'ai vu dans d'autres sports un peu d'affrontement, bah, tu flirtes avec les règles, tu flirtes avec le respect de l'adversaire aussi, et moi je suis je sais pas comment dire, je suis un fan du beau jeu, du respect, quoi, et je le vivais super mal, quoi, dès que je perdais et que l'autre avait été un peu limite ou quoi, mais... Bah, alors, ça fait longtemps quand même le judo, ça fait longtemps que je suis pas monté sur un tapis, mais moi j'ai vraiment l'impression de retenir des valeurs, des valeurs qui m'ont suivi quand même pas mal de temps en grandissant. Pas tant de justement peut-être pas tant de développer mon esprit de compète à fond et de devenir un super combattant, mais plutôt l'apprentissage du respect de l'autre, l'apprentissage, il y a un code moral au judo, c'est quelque chose, surtout dans les catégories jeunes, moi je regarde ça avec le recul, je dis c'est une vraie école de vie, quoi. On apprend avec un corps qui grandit à développer des capacités physiques mais aussi mentales. En fait je me dis maintenant, mais en fait les coachs que j'ai pu avoir, ils avaient déjà une approche de prépa mentale, quoi. Et j'étais ado ou pré-ado. Et là-dessus, c'était super précoce de faire ça, mais j'utilise toujours des choses que je me souviens d'avoir appris à ces moments-là. Donc c'est plus une approche d'ensemble. Et la compète en elle-même, bon, c'était... j'apprécie toujours de regarder de temps en temps un combat. Et en plus, la France est une grande nation de judo, donc on a les Français qui brillent, mais ouais, non, je me suis rendu compte après que c'était pas vraiment pour moi, en tout cas pas plus longtemps que ça. T'as changé de gabarit avec le judo, ça forge quand même beaucoup les épaules, le haut du dos, tu vois, ça fait quand même des gros trapèzes et tout. Il faut quand même de la force, de l'explosivité. Tu dirais que t'as changé un peu de gabarit ? Un petit peu peut-être, mais après c'était pas non plus, encore, comme je disais, le maximum que j'ai dû faire, c'est 2 entraînements semaine quand j'étais ado, donc c'était pas des charges, des volumes d'entraînement significatifs. Et puis en fait sur la partie adolescence, c'est là où j'ai commencé à augmenter aussi en course à pied, où j'ai pris ma première licence en club, en athlé, et en fait ça a fait un peu vase communicant. Plus je prenais plaisir et plus j'augmentais l'entraînement à pied, plus je diminuais la voilure, je réduisais la charge en judo en me rendant compte que c'est pas forcément compatible de garder les deux. Et donc certainement ça s'est fait un petit peu, et puis bien des années plus tard, en passant sur l'ultra, le corps il évolue un petit peu aussi, mais dans l'ensemble j'ai pas trop l'impression, j'ai pas des changements monumentaux, quoi. Ok. Bon, et du coup ce fameux cross du collège. Ouais, non, j'ai vraiment des souvenirs, même à l'école primaire, on allait dans la région, là, il y avait, c'était avec, ça s'appelait, je sais pas si c'est pas l'UCEP, ouais, c'est ça, on croit le score scolaire, avec, je me souviens, on gagnait des brevets, j'avais affiché dans ma chambre tous ces brevets de courses longues, il y avait l'équivalent de médailles, or, argent, bronze, moi c'était quelque chose... Tu gagnais ou pas ? Non. Ah non. Moi j'ai très peu gagné même quelles que soient les compètes ou les choses, j'ai rarement gagné jusqu'à en fait ces dernières années. Mais par contre, spécifiquement en cross, j'ai assez vite trouvé qu'il y avait quelque chose de particulier avec le fait que ça soit en hiver, que la météo soit pas toujours la plus clémente, qu'il y ait le goût de il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, c'est quelque chose de simple et de cool, quoi, en fait ça ressemblait le plus à partir courir depuis la maison dans laquelle j'ai grandi, pas loin d'ici. Donc des souvenirs assez forts. Ok. Comment est-ce que tu t'arrives du coup dans l'athlétisme ? C'est quoi, qu'est-ce qui te donne envie ? C'est des coureurs en particulier ? C'est les JO ?
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est en bonne partie ça. Je pense qu'il y a le fait que la course à pied, c'est parmi les sports auxquels j'ai touché, c'est un peu le fil rouge qui a un peu été là et que j'adorais pas forcément, même pas du tout au départ, mais que j'ai appris à aimer et via ces expériences répétées en sport scolaire, après voir des copains, des copines qui étaient en club, je dis ils sont en club, ils doivent être super forts, hein, c'est pas pour moi ça. Puis en fait se rendre compte que non, tout le monde peut aller en club, il n'y a pas besoin il y a pas de niveau requis. Et pour moi l'athlète c'était non mais si tu mets le pied sur la piste, c'est que tu cours vite, tu peux pas y aller si tu vois, tu vois ça à la télé, un coureur de 1500 mètres, c'est tellement beau à voir, c'est incroyable. Donc il y a une partie clairement qui continue de me faire rêver. D'ailleurs, ce sport, je trouve ça magnifique. C'est un des sports, si c'est le sport dont je suis le plus fan, toujours à regarder toutes les compètes toute l'année. Donc clairement. Le 1500, ta distance? Ouais, l'athlète en général. L'athlète en général, même le sprint, même les sauts et les lancers, même si un petit peu moins. Mais toutes les distances, j'adore regarder un meeting d'athlètes. Avec Camilla, on partage ça comme passion d'ailleurs. Donc c'est vraiment cool de suivre ça. Et puis c'est un sport qui est beau dans le sens où c'est un effort c'est un des sports où on est souvent décrit comme accessible, dans le sens où on dit souvent il faut un short et une paire de chaussures. Il faut un peu plus que ça, mais ça reste l'effort brut et la piste ment pas, quoi. Okay, premier arrivé, premier qui gagne. Ouais, c'est vrai. T'as touché un peu les autres sports. J'ai entendu que t'avais fait effectivement du 1500 mètres. T'as touché un peu peut-être à du saut en hauteur, du saut en longueur. T'as fait un peu de haie, t'as fait un peu de steeple. Pas tant que ça. Alors il y a une épreuve que les pratiquants d'athlètes en France connaîtront, qui s'appelle les interclubs, qui est l'épreuve annuelle par équipe, ou aussi connue parce qu'il faut souvent combler des trous ou alors s'essayer à des épreuves pour J'ai fait du saut à la perche. J'avais un record à 2,80 m ou 3 m, quelque chose comme ça. C'est mieux que 80. Ouais, voilà, c'est ça. 18% des Français, j'imagine. J'en sais rien. Mais non, après, si, je pense que plus en collège, j'ai dû essayer du triple saut, des choses comme ça. Mais quand je suis arrivé, même en club, c'était assez identifié pour moi que c'était pour faire du demi-fond. Donc, ça a été très vite 800 mètres, 1500 mètres. Un peu de 3000 steeples et du cross, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette distance-là? Parce que c'est des distances hyper ingrates, je trouve, dans le sens où quand je voyais l'entraînement de Pierre-Ambroise Boss, tu vois, avec qui que j'ai eu la chance de recevoir 2 fois sur le podcast, faut se mettre quand même dans le rouge très très souvent. C'est des entraînements très dur où vraiment faut se mettre le goût du goût du sang dans la bouche. C'est très très lactique. Jeune, c'est pas facile, je trouve, tu vois, d'aller chercher un peu ce goût de l'effort. Toi, où est-ce que tu trouvais du plaisir? C'est une bonne question, parce qu'il y a eu plein de périodes où même si on prend dans l'ensemble, donc à partir des années lycée jusqu'à j'ai arrêté un peu la compète en athlée à la fin de l'université. La compète, elle m'a rarement apporté énormément de plaisir, parce que, encore une fois, avec le recul maintenant, je pense que je m'entraînais pas forcément au niveau qui était juste pour moi, peut-être un peu trop élevé, ou avec des gens qui avaient déjà des capacités plus développées ou quoi, donc peut-être un peu trop en surentraînement, et du coup j'arrivais un peu cramé en compète, où j'ai jamais vraiment pris plaisir à... C'est rare les courses sur la piste où j'ai pris vraiment plaisir, j'avais toujours un peu plus l'impression de subir. Par contre, ce que j'ai adoré et ce que j'ai continué de développer, c'est le goût de l'entraînement, en fait. Le fait de partager des séances de piste avec des amis, le fait d'avoir un plan d'entraînement, de comprendre comment se construisait un plan d'entraînement sur une saison, de varier, d'avoir différents coachs, les esprits d'équipe, je citais les interclubs tout à l'heure. C'était l'apprentissage d'un sport qui était nouveau pour les premières années pour moi. Et puis, il y avait un côté aussi de poursuivre un rêve, de dire, OK, le record du monde d'Hicham El Guerrouj sur 1500 mètres,
ok, bon bah j'en suis là en comparaison, d'accord. Il est à combien déjà? 3,26,00. Putain, fou. Ouais, toujours pas battu, il tient toujours. Ouais, c'est fou, c'est fou. Notre ami Jacob, il va bien finir par aller le chercher. Mais... Ouais, le château, il a quand même... ok. Ouais. Tu te souviens, toi, de ton record, du coup, sur cette distance? Ouais. Okay. Non, ça, c'est des chronos qui marquent, ouais. Non, mais c'est pas... sur 1500, je suis jamais passé sous les 4 minutes, et c'est un des trucs qui me... Des fois, on en rigole avec Camilla, et je dis, tiens, j'aimerais bien aller... Comme ça, je vais juste essayer un 1500 mètres. Et elle se moque de moi, elle dit ah. Et moi, je me moque de moi intérieurement. Je dis je serais incapable de courir aussi vite. J'en sais rien. C'est vrai, je sais pas. Non. Mais tu te fais jamais des séances où tu te fais des 1500 ou un test de VMA un peu classique? Si, je fais des séances de VMA, même pratiquement toutes les semaines. Mais là, une allure 1500 mètres, c'est au-dessus de la VMA en fait. Et je pense que si je me projette à dire si j'essayais, ça serait rigolo pendant à peu près 300 mètres et après je pense que je regretterais. Comme tout le monde sur un 1500, le premier tour tu te dis c'est cool, c'est et ça. Puis après là tu dis il m'en reste 3 là. Donc je sais pas, peut-être que je m'essayerais ça. Je m'autoriserais à essayer ça un jour, je sais pas. Mais tu sais que c'est un de mes grands kiffs. Si jamais il y a un auditeur ou une auditrice qui a envie d'essayer, d'organiser une espèce de compète d'athlètes avec des gens qui font de la très longue distance, tu vois. Alors, pas faire du 100 mètres, parce que du 100 mètres, c'est un truc à se casser en deux, à se blesser direct. Je sais pas si t'as vu cette vidéo d'un youtubeur muscu qui a invité plein d'autres youtubeurs muscu. Il commence la journée par un 100 mètres. Ils sont 8. Il y a 4 blessures. C'est violent. Ouais. Même sur un 1500, faut bien s'échauffer, quoi. Faut s'en faire un le matin pour peut-être. Il y a un défi à faire. Il y a une piste à Chamonix, elle fait 300 mètres, mais ça se fait de faire un 1500, organiser ça. Mais je pense que j'ai envie de faire ça, pour l'UTMB, peut-être avec des coureurs qui le font pas, tu vois. Le dimanche, le lendemain, c'est top. après le podium. Tous ceux qui veulent s'y joindre. Mais... Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est un truc qui me ferait un peu marrer de faire un mini décathlon avec des ultra trailers ou des gens qui viennent un peu de sports différents. Ça me ferait marrer. Ok. Et c'est quoi tes séances de VMA du coup préférées là, ou celles sur lesquelles tu prends du plaisir, ou celles où tu vas te dire tiens là je vais avoir plaisir, si on passe un peu à la partie un peu entraînement là. Ouais. Je pense que j'essaye dans l'entraînement, j'essaye souvent de me déshabituer constamment, de changer et de pas parce que c'est un peu... J'ai l'impression que le corps, c'est une machine qui s'habitue très vite et qui tombe un peu dans un confort à dire « Ah ok, c'est ça la séance, ouais, j'ai compris, c'est bon, ça va être ça. » Et du coup, j'essaye un peu de changer, même si des fois c'est changer, je sais pas, rajouter 10 secondes à une série de répètes ou varier le terrain ou quoi. Mais une séance de type, en fait, l'équivalent de faire des répétitions de 400 mètres sur la piste. Alors je vais très rarement sur la piste quand même, parce que j'aime mieux varier les terrains justement. Mais du coup, ça faire des 1 minute ou des 1 minute 15 ou des 1:30 ou des 2 minutes avec une récup bien courte, bien active. Et ça peut se décliner. Ça peut être à plat, ici sur la piste cyclable à Annecy, ou en montée, en VMA ascensionnel. En vélo aussi, ça se fait bien. Mais ouais, c'est des types en fait récup courtes comme ça, où pareil, les premières, elles sont, tu dis, est-ce que je vais tenir 10 ou 20 répétitions, puis finalement c'est les séances où je trouve même pour de l'ultra, moi en tout cas ça me va de continuer à garder ça dans le cadre d'un entraînement. Ça fait un peu, ça fait décrasser le moteur, quoi. Ça fait vraiment travailler des capacités de vitesse. C'est la vitesse très relative, hein, mais ouais, c'est des choses que j'aime bien garder un peu toute l'année. Ok. Et tu fais encore un peu de séances de seuil? C'est des séances peut-être un peu plus longues, tu vois, des blocs plus longs, Ouais, c'est en gros, moi dans ma semaine type, il y a une séance de VMA et au moins une séance de seuil. Et après, la séance de seuil, elle peut vraiment se décliner, pareil, soit à plat, soit quand même plus souvent en montée pour préparer du trail, voire à vélo ou à ski l'hiver. C'est vraiment variable, Ok. C'était quoi la dernière là pour me faire rêver là? En ce moment j'essaie des 3 x 8 minutes là. La dernière séance de seuil? Ouais.
Là, 3 fois 8 minutes, ça piquait, hein, franchement. Ouais. J'ai dû faire en gros 3 fois 15 minutes en montée. Ouais. J'aime bien les séances montée-descente, où en fait, la récup, c'est pas vraiment de la récup parce que tu descends le plus vite possible. Donc, arrivé en bas, t'es fatigué aussi. Ouais, t'as une bonne fatigue musculaire, un peu moins cardiaque, mais ok. Ouais. Ok. Et ta plus grosse semaine d'entraînement, tiens, j'étais curieux de me savoir à quoi ça ressemblait, jusqu'à quel volume t'as pu monter un petit peu en 2024. Alors en fait, ma plus grosse en volume horaire, elle est pas de 2024, c'était en 2023. Ouais, 2023 ou 2022. Pendant les années en fait, qu'on suivi le Covid, donc on habitait en Californie et je fais beaucoup de vélo et de la longue distance à vélo. Et la plus longue sortie que j'ai fait, c'était un projet où je me suis entraîné pas mal. En juin 2021, j'ai relié le Golden Gate Bridge à San Francisco, jusqu'à là où on habitait, à Ventura, juste au nord de Los Angeles. Donc ça faisait 660-670 km. Vers le nord ou vers le sud de Californie? C'est au sud de la Californie. Donc c'est la moitié sud en gros de la Californie. Et en fait, en dessous San Francisco. Ouais, c'est ça. Je suis parti de San Francisco et je suis allé pratiquement jusqu'à Los Angeles. Donc tu passes par Palo Alto un peu, non? Pas loin Ouais, alors en fait je prenais une route qui longe toute la côte. T'es jamais plus loin que... Donc c'est hyper vallonné, non? Ouais, ce qui est drôle, c'est que sur le parcours, il y a, de mémoire, donc 660 bornes, il y avait... c'était quoi, 60 000 de dénivelé. Enfin, en fait, il y avait un ratio... non, ou 6 000... Non. Il faudrait que je regarde la carte. Ça monte et ça descend. En fait, ça monte et ça descend constamment. Il n'y a jamais de plat. Mais par contre, tu n'es jamais à plus de 200 mètres d'altitude, quoi. C'est que des petites postes. Tu regardes le profil, c'est vraiment, on dirait un électrocardiogramme ou alors, ou alors quelque chose de... Enfin, les tests sismiques, tu sais, où tu as juste petit tremblement. Ouais. Et du coup, c'était ces semaines-là où, en volume horaire, je faisais plus, parce que rien que ça, ça m'a pris 26-27 heures, je crois. Donc je rajoute peut-être 2-3 sorties avant cette semaine-là. Ça devait être mes plus grosses semaines, quoi, à monter à 30-40. Ouais, pratiquement 40. Alors que là, pour l'UTMB, je crois que c'est 28 heures ma plus grosse semaine en volume horaire. Ok, waouh. Et du coup, t'as fait quoi, plus de 650 bornes en vélo en 26 heures. T'as dormi ou t'as fait... Non, c'était d'une traite, ouais. C'était similaire à l'UTMB. C'est sympa comme projet. Hein. Ouais, c'était vraiment... Puis on n'avait pas les mêmes restrictions qu'en France quand on était aux États-Unis pendant le Covid, donc on avait plus de possibilités normalement, notamment faire du sport en extérieur. Et ouais, j'ai vraiment pris goût, encore plus pris goût au vélo en étant là-bas ces années-là, en gravel, en route. Ouais. Tu l'avais beaucoup gardé là? T'en fais toujours beaucoup? Ouais, en plus là, avec les récaps annuels de stats et tout, je regarde, et en fait, en volume horaire, je crois que je suis toujours pas plus... Je suis devant en vélo par rapport à la course à pied, même sur 2024 pratiquement. C'est vrai? C'est pas loin, c'est monté vraiment en course à pied cette année, mais en fait, ouais, je fais du vélo toute l'année, y compris en fait en déplacement au quotidien. Et alors, c'est pas toujours très qualitatif ou actif, hein, aller au travail ou aller chercher le pain ou faire les courses en vélo. Ça te fait un peu de F. Mais c'est ça, c'est ça. Ça, plus ça, ramener sur l'année, en fait, ça fait du volume qui est non négligeable. Mais du coup, je suis obligé de te demander, tu te fais des séances de frac et de PMA en vélo, où tu vraiment essaies de travailler un maximum tes watts et tout parce que j'imagine que ça doit quand même beaucoup aider, non, d'avoir de la puissance musculaire dans les jambes quand t'es en montée et tout. Ça reste des muscles, enfin c'est les mêmes muscles. Alors je suis pas, alors corrige-moi. Ouais, non, je suis pas spécialiste non plus. J'imagine qu'il y avait beaucoup plus de spécialistes dites-nous dans les commentaires, dans tes auditeurs et auditrices. Non, moi en tout cas en tant que coureur, j'ai l'impression de bénéficier vraiment du vélo à l'entraînement. Je suis pas sûr que l'inverse soit vrai. Donc sinon il y aura peut-être plus de cyclistes qui pratiquent la course à pied plus régulièrement. Ça, je veux bien le croire. Ouais. Malheureusement pour nos amis cyclistes. Mais ouais, en fait, moi, toujours en fait, dans la continuité de ces années aux États-Unis, j'ai même mis quelques dossards à vélo, que ce soit sur des petites courses de critérium, de cyclocross ou des plus longues courses en gravel. Du coup, ouais, découvert faire pas mal de séances de PMA, des séances bien spécifiques.
Et ouais, les sensations à pied, alors c'est pas automatique non plus, mais en tout cas, tu as une endurance et une force qui se traduisent. En trail, c'est quand même, tu as besoin de travailler les excentriques énormément, donc si tu fais que du vélo, clairement, la première descente, ça va être compliqué. mais ouais, c'est un super outil d'entraînement et je pense que c'est encore sous-utilisé dans l'ensemble pour tous les gens qui font de l'endurance en course à pied. J'ai l'impression quand même sur l'ultra, le plus tu varies, le plus ça va être intéressant. Tu vas te faire de l'entraînement croisé. Je pense que les premiers vraiment à le populariser, en tout cas en France, je pense à un Xavier Thévenard qu'on embrasse, qui a fait beaucoup de ski de fond et qui s'est entraîné avec des Quentin Fillon-Maillet plus jeunes, quoi. Ils étaient de la même génération dans le Jura. François Daen aussi, qui fait beaucoup de ski alpi l'hiver. J'ai l'impression que ça fait quand même partie des recettes de beaucoup croisés. Dis-moi si je me trompe, mais un Jim Wormsley que tu connais beaucoup mieux que moi, il me semble que ça lui a aussi fait passer un cap, notamment quand il est passé en France. Il s'est entraîné l'hiver un peu plus à ski et sur la neige, il me semble l'avoir entendu dire ça dans une interview, que avant il faisait essentiellement de la course et du vélo, je crois, et qu'une fois arrivé en France, que ce soit des gens comme François ou d'autres lui ont dit fais un peu de ski l'hiver, ça fait pas de mal. Oui. Non, c'est en partie vrai. Oui, c'est vrai je pense qu'il vient plus d'une école où, on va dire à l'américaine, peut-être plus de kilomètres à pied un peu toute l'année. Mais c'est quand même le cas même en France, pas mal de coureurs. Des athlètes comme François ou Xavier qui sont capables ou plein d'autres, de vraiment couper pour faire une grosse saison de ski en hiver. Ça a aussi ses contraintes dans le sens où il faut savoir le faire, il faut savoir après reprendre. Mais oui, Jim il a aussi progressé via l'entraînement croisé, même en vélo. Je sais qu'il fait beaucoup de home trainer quand ils sont chez eux à Flagstaff. Ils peuvent faire des entraînements super quali en home trainer. Home trainer, ça permet aussi de faire des entraînements peut-être en chaleur, d'acclimatation à la chaleur en hiver. Donc c'est un outil qui est vraiment vraiment intéressant. T'es un home trainer, toi ? Non, j'en ai jamais eu. T'es un puriste, ok. Pas de compte Zwift. Je me suis toujours dit. Là, je sens qu'il y avait plein de cyclistes qui étaient là. Ah, il est sur Zwift, j'allais pouvoir le titiller. Je me suis toujours dit que je passerais home trainer le jour où on aurait des enfants et que ça serait ce qui ferait que, ok, là, dans l'emploi du temps, clairement, il faut que j'aille à l'efficacité. Mais de plus en plus, notamment pour les raisons que je viens de citer et encore plus en hiver pour des raisons de sécurité, c'est un outil qui est quand même. qui est quand même super intéressant. Donc là, tu fais encore tout dehors, là. On est honnête, on est le 9 janvier. Tu fais tout dehors, ouais. Ok. Pas la muscu quand même, je pense, c'est le problème. Tu fais un peu de muscu aussi, pour l'excentrique aussi. Ouais, c'est quelque chose que j'ai essayé vraiment, sur le quoi j'ai essayé de progresser là ces dernières années, en augmentant en fait le volume à pied. En fait, j'essaye de me dire que j'ai pas le droit d'augmenter mon volume à pied si je fais pas mes devoirs en salle de muscu, quoi. Sinon le corps il va pas tenir. J'étais pas mal sujet à blessures, même des blessures assez pas rien de très traumatique, mais des tendons, des choses comme ça, et je sais que si je fais pas bien, si j'ai pas de régularité à faire du renforcement, ça tient pas quand je monte en volume. Donc là pour monter en distance et aller sur du 100 miles en trail, c'est passer par faire passer un peu plus de temps en salle et un peu plus de spécifique, et c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de continuer et faire encore plus de travail là pour les années qui vont venir. Ok. Ça ressemble à quoi du coup tes séances? Je suis assez curieux. Mine de rien, c'est un des domaines où je maîtrise quand même pas mal. 155 au back squat, record battu pour les auditeurs qui sont curieux et qui me demandaient. Mais tu te fais quoi? Tu te fais des... je vais pas forcément te demander les charges, mais tu fais quoi? Tu fais de la rétention de charge en descente par exemple, des séries, tu fais quoi? On rigolait tout à l'heure en disant t'as le droit de dire que je suis débutant en ultra parce que c'était que mon deuxième 100 miles, mais alors en muscu je suis ultra débutant là. Non vraiment, j'en suis en fait pardon, je veux pas te couper, mais en fait moi c'est vraiment
une des choses que je veux mettre en place à partir de cette année, c'est m'entourer de personnes un peu plus expertes dans leur domaine respectif pour m'aider et m'aiguiller. Et la préparation musculaire en est une. Parce que sinon, jusqu'à maintenant, j'ai fait vraiment du bricolage de préparation, quoi. C'était le minimum. Des fois en salle quand je pouvais, ou alors même à la maison comme ça, chargé, ou alors juste avec un élastique. Ouais. Mais c'était rien de très rigoureux, très rarement à soulever vraiment des poids. Donc désolé de te décevoir, mais c'est rien de très impressionnant pour l'instant en tout cas. Non, mais écoute, pas forcément, tu vois, le but c'est pas forcément de chercher quelque chose d'impressionnant, mais de savoir comment est-ce que tu le travaillais, ou en tout cas quelle philosophie t'avais un petit peu derrière. Je sais que tu as typiquement Adrien Séguret qui habite dans le coin ici, et il a beaucoup bossé ça avec Anne-Lise dans sa préparation, notamment sur le GR20, où il l'a fait quand même faire tu vois, des vraies séances de force, c'est-à-dire des 5x5 avec des charges très lourdes, des gros temps de récup. Donc voilà, 5 fois 5 répétitions avec 3-4 minutes de récup entre chaque bloc, en disant que c'était vraiment efficace. Et il lui a fait faire beaucoup vraiment d'excentriques aussi, donc aller prendre en squat, aller très lentement dans les descentes et remonter un peu plus vite pour justement travailler un peu toute cette charge que vous prenez quand vous courez en descente, quoi. Ouais. Donc, non, c'est exactement le genre de choses vers quoi je veux tendre, et en fait pas le faire moi-même, mais encore une fois m'entourer de, tu cites Adrien, j'ai pu faire un stage national avec notamment Adrien et d'autres membres de l'équipe de staff de l'équipe de France à l'automne dernier, et ouais, moi ça fait partie des choses où j'ai joué les cartes sur table en disant moi ça m'intéresse d'avoir des conseils, des contacts, des gens que je puisse contacter pour commencer à mettre ces choses en place, parce que on en rigole, mais vraiment moi j'aime bien toujours essayer de me dire, mais on reste toujours un débutant en fait dans une discipline, parce qu'il y a plein de choses à découvrir encore, et le trail c'est une discipline qui est super jeune, et l'ultra ça va faire que progresser dans les années qui viennent. Donc, et la résistance musculaire c'est un facteur clé de la performance, c'est clair. Donc, plein de choses à faire. Qu'est-ce que tu fais très bien? C'est quoi tes points forts? Je sais que non, mais depuis le début je te vois, t'es super humble, c'est hyper agréable de voir cette humilité, cette curiosité et tout, mais on peut pas, c'est ma philosophie, tu vois, après 300 interviews de championnes et de champions, on peut, selon moi, là je vais être très péremptoire et beaucoup moins dans la nuance que je suis d'habitude, mais on peut pas gagner cette course sans avoir des points forts prononcés, ou des choses, en tout cas des convictions d'entraînement, des choses qu'on fait bien, et sans avoir un minimum d'obsession. Alors je pense que l'obsession, elle est assez claire chez toi, c'est de redevenir débutant et de toujours rester très ouvert à tout, et je pense que c'est une très très belle qualité. Mais qu'est-ce que tu fais bien, et qu'est-ce qui t'obsède dans l'entraînement? La régularité, je pense. La régularité et pas forcément, tu vois. Alors j'essaye d'écrire un plan d'entraînement à l'avance et de m'y tenir. J'ai pas travaillé pour l'instant avec de coach, ou en tout cas c'est toutes ces dernières années pour monter sur l'ultra. T'as tout fait tout seul? Alors non, parce que j'ai des amis, des connaissances, des gens. Il y a plein de contenus aussi sur internet ou dans des bouquins dans lesquels on peut s'inspirer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais non, pas tout seul, dans le sens où j'avais pas vraiment de coach directement. Ma compagne Camilla, c'est le plus proche que ce que j'avais d'un coach, parce qu'elle a été coach d'ailleurs en lycée aux États-Unis dans des équipes de cross, et ouais, des fois on échange juste sur tiens, qu'est-ce que t'en penses. Après, elle a jamais été coach de trail et d'ultra, mais non, pour revenir à ta question, j'essaye d'avoir de la flexibilité vis-à-vis des plans que je me construis à moi-même, et d'être à la fois à l'écoute et patient dans la progression. Je pense que c'est ça où
on en parlait, mais j'ai jamais, tu vois, étant jeune, j'ai pas connu les victoires, les sensations d'avoir des facilités. C'était même plutôt le contraire, que ça soit en judo ou très différent, mais même en athlé. Jamais la sensation de dire ouais, mais là il y a quelque chose, j'ai des capacités ou quoi. C'était plutôt ah non, là faut vraiment bosser et même en bossant, l'impression que les copines et les copains ils ont plus de succès que moi, quoi. Donc je pense que mon point fort c'est d'accepter en fait d'aimer le travail, d'aimer le process et ça veut pas dire que j'apprécie pas la compète, surtout quand ça se passe bien, quand ça se passe bien, c'est plus facile, quoi. C'est grisant, c'est gratifiant parce qu'on a la sensation du travail accompli, de voir les résultats. Mais moi, j'apprécie vraiment juste le process, quoi, l'entraînement. Genre tous les jours de dire ok, on fait ça fait du bien. C'est quelque chose qui fait qu'on est équilibré dans sa vie, mentalement, physiquement. Donc c'est peut-être ça que je fais bien. C'est plus prendre le process vraiment à bras le corps et dire ok, ça va être ça. Et des fois ça veut dire 95% du temps c'est la même montagne et les mêmes chemins, mais c'est cool, ça va être différent un peu à chaque fois. Et puis une forêt elle est magnifique et il y a plein de manières de l'explorer ou quoi, donc c'est ne pas m'ennuyer dans un peu la monotonie des fois du process d'entraînement. Ok. S'il y a régularité, il y a non-blessure, longévité, tu vois, un petit peu aussi. T'as mis J'ai entendu une interview de toi où tu disais justement sur l'UTMB que t'avais eu très peur de tomber ou de te blesser ou d'avoir quelque chose qui t'arrive un peu comme ça. J'imagine qu'à l'entraînement, peut-être que pas forcément au même niveau, avoir un peu cette crainte-là, mais qu'est-ce que tu mets toi en place pour éviter de pas te blesser et au quotidien, est-ce que tu as des petites routines de longévité ou des petites croyances, tu vois, là-dessus. Moi j'ai des trucs un peu cons, enfin je sais pas si c'est con, mais en ce moment je prends beaucoup de collagène, j'ai l'impression que ça me fait du bien. J'essaie de vraiment bien dormir, je suis beaucoup ma quantité de sommeil profond dès le matin. Ça c'est un truc, faut que je me détache, tu vois, je me lève, je regarde direct le HRV, la quantité de sommeil profond, et je me dis bonne journée, mauvaise journée, tu vois. J'adapte un peu mon entraînement, alors que je devrais pas, parce que c'est aussi quand même beaucoup aux sensations, mais c'est des petits tics, tu vois, je pense. Mais toi, sans aller jusque là, il y a des choses toi que tu mets en place ou que tu regardes ou que tu fais attention, tu vois, parce que tu sens que c'est en corrélation avec ce que tu ressens. Ouais, je pense que c'est quand même beaucoup d'être à l'écoute des sensations quand même, parce que c'est sûr qu'il y a maintenant, on a plein de technologies embarquées et accessibles de manière incroyable, et c'est presque trop dans un sens où on peut tout mesurer tout le temps, cardio, capteur de puissance, longueur de foulée, efficacité, puissance, c'est beaucoup. Et au final, la sensation, ça ment pas, quoi. C'est aussi comment on se ressent. Et donc j'essaye d'être à l'écoute, de pas négliger le sommeil, clairement. Je pense que, alors je suis pas vieux, mais j'ai 31 ans, j'ai plus 20 ans non plus, et clairement je sens la différence. J'ai besoin de mon temps de sommeil, ou alors si je fais un compromis sur le sommeil, je sais que je peux pas aller taper aussi fort dans l'entraînement, ou alors je vais mettre plus longtemps à récupérer. Pareil pour l'alimentation, j'essaye d'avoir, en fait, c'est pas juste 10 jours avant l'UTMB, ok, il faut que je réfléchisse à ce que je mange. C'est non, toute l'année il faut penser à on n'a pas besoin d'être prêt pour être au meilleur de sa forme toute l'année. Par contre, chaque petite chose qu'on fait au quotidien toute l'année va contribuer à la fin, au moment où on veut être sur cette ligne de départ. Donc c'est un peu être dans cet état d'esprit, et quelque chose que je crois que déjà dit en interview, mais c'est un coach et un ami aux États-Unis qui avait dit ça dans un podcast qui s'appelle Mario Freoli, et il disait en fait on n'a pas besoin d'être professionnel pour s'entraîner comme un athlète professionnel. C'est l'idée que en fait, un athlète pro en course à pied, oui, ils ont plus de temps pour notamment optimiser la récupération, on en parlait tout à l'heure, mais en fait il y a plein de petites choses du quotidien qui sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être ni sponsorisé, ni d'habiter un endroit en particulier pour faire attention à son sommeil ou prioriser du temps sans écran avant d'aller s'endormir ou des choses comme ça. Donc c'est essayer un peu pas d'optimiser tout, mais plus de faire attention à ces choses-là. Ok.
Sur le sommeil, il y a des choses que tu as mis en place là, justement, depuis que tu t'y intéresses. Ne plus être obsédé par me lever à 5h du mat tous les jours. J'avais tendance à faire ça un peu trop. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? J'adore me lever tôt le matin. Et à un moment, notamment là, sur la période de l'été, avec le gros de l'entraînement, j'ai accepté que même si j'adore me lever avant le lever du soleil et avoir ce temps-là, des fois il vaut mieux capitaliser un peu plus sur le temps de sommeil et accepter que j'aurai moins de temps entre guillemets dans ma matinée. Je sais pas pourquoi j'ai toujours adoré le matin. Tu fais quoi? Je lis pas mal. C'est le moment où j'ai l'impression que le monde est un peu au ralenti. J'aime bien faire une tasse de café ou du thé ou quelque chose. Et là, ça a commencé quand j'habitais aux États-Unis. C'était un moment où, avec le décalage horaire, j'avais pas mal de temps pour répondre à des messages qui venaient de la France, parce qu'il y avait la France à 9h d'avance sur la côte ouest. Et ouais, c'est resté. C'était un peu un moment où j'ai un peu le moment à moi, tranquille. Mais ouais, notamment sur le sommeil, c'est de dire ok, mais là, si on se couche tard, clairement, je vais pas me lever à 5h du matin, même si je peux le faire, c'est pas le but. Donc c'est essayer d'être rationnel sur des choix comme ça. Ok. Aujourd'hui, ça ressemble à quel créneau horaire, toi, ton sommeil? Là, c'est un peu différent en hiver, parce que les jours sont plus longs. On en a plus besoin, hein. Ouais. C'est normal, le corps. Les nuits sont plus longues, pardon. 23h, 6h, on va dire. Ok. Après ça, peut-être en moyenne, ça déborde plus ou moins. Ah, tu continues... Déjà, t'es un petit dormeur et tu continues à te lever tôt, quoi. Ouais. Là, ça déborde souvent quand même. Mais c'est là, surtout pendant les vacances. Mais ouais, j'aime bien me lever tôt. Ouais. Ok. Je voulais... t'as mentionné un peu Camilla, on va en reparler après parce que je trouve que vous êtes un couple inspirant, tu vois, du peu que j'ai vu et ça m'inspire après. Mais juste avant, je voulais faire une petite... pour passer un peu sur les technos, l'entraînement et tout, mais je voulais faire un petit crochet sur ton métier parce que tu es ingénieur produit et chaussures depuis plus de 8 ans. Donc je me suis dit, tiens, c'est la première fois quand même qu'il y a un athlète qui crée un peu ses propres chaussures. Je me posais une question toute bête, tu vois. Ça prend combien de temps de créer une chaussure sur tout le cycle de production? À quel point c'est long entre, je sais pas, les premiers designs, les premières innovations, tu vois, toi, t'es du coup dans cette équipe innovation, donc t'imagines un peu les produits, au moment où ça se passe dans ta tête et le moment où ça s'est mis pour la première fois au pied d'un athlète qui va aller courir avec. Alors, je vais faire une réponse qui va pas plaire, ça dépend. Ça dépend beaucoup, en fait, notamment la dernière partie de ta question, où mettre au pied d'un athlète. Parce que la première fois qu'une personne va chausser une chaussure qui est un nouveau concept, ça peut être une question de semaines ou de mois avant le début de l'idée, parce qu'on peut aller très vite en prototypage et exécution d'une première illustration d'idée. Ouais. Par contre, que madame et monsieur tout le monde puisse aller en magasin et acheter la paire de chaussures, là on parle de au moins, un calendrier de développement classique, c'est au moins 18 mois en général, 1 an et demi. Okay. Voire 2 ans. Après, quand c'est des innovations, en fait, il y a vraiment plusieurs manières d'aborder les choses. Il y a des manières d'aller beaucoup plus vite et d'être très focalisé. Ok, on a une idée, on va aller très vite et en 6 mois, on peut faire une introduction dans le marché. Et ça demande des compromis sur peut-être qu'on n'aura pas autant d'accompagnement marketing, d'anticipation, ou même de volume, de nombre de chaussures qui vont être produites. Donc, c'est assez flexible, mais les calendriers standards, en général, c'est à peu près 1 à 2 ans. Ok. Donc là, toi, tu sais les chaussures qu'on va porter dans 2 ans, à peu près. Ouais. Okay. Pas de souvent. Bien sûr. Non, mais c'est grisant, je trouve que c'est un peu stimulant, t'as l'impression d'être en avance sur tout, quoi. Ça doit être sympa. Ouais, c'est un côté sympa. Après, moi j'aime bien creuser là où ça fait pas du bien dans mon travail, enfin dans plein de choses en fait. C'est un peu pareil, cette curiosité et des fois je fais au contraire un peu la chasse à la volonté de tout le temps aller de l'avant et de développer, parce que notamment en innovation, tu veux dire ok, super, le mec qui travaille en innovation en chaussures, en gros à quel moment ça s'arrête, tu vois, c'est quoi la course en avant,
à peine il y a une chaussure qui est sortie, ok, on va encore faire mieux, on va améliorer, et c'est un côté vraiment cool, mais il y a un côté aussi où okay, c'est quoi le but ultime, quand est-ce qu'on a fini, quand est-ce qu'on est arrivé, et donc moi, ce qui me plaît, une grande partie de ce qui me plaît dans mon boulot, c'est aussi de faire la chasse au superflu, et de dire ok, là, est-ce qu'on est en train de se dire il faut réinventer ce concept juste parce qu'on a besoin de réinventer un concept, ou est-ce que vraiment ça va faire une différence? Donc c'est ce côté, oui, c'est pour te rejoindre, moi c'est grisant, mais moi j'aime bien aussi être dans la peau de pas être le rabat-joie de service, mais plus à dire ok, on se calme, là on a déjà fait un truc qui est vraiment cool. Qui marche bien, ok. Qu'est-ce qu'on veut vraiment changer avant de dire on va faire, ça va être beaucoup mieux et ça va être encore mieux. Donc c'est ça qui est des fois savoir être raisonnable dans le rythme presque souvent trop rapide de tout le temps aller apporter de la nouveauté. Ouais. Est-ce que les athlètes pros, tu vois, j'imagine, ils testent beaucoup de chaussures. Est-ce qu'une fois qu'ils ont un modèle, tu vois, justement, ils sont pas juste satisfaits, ils ont envie de le garder. Je te dis ça parce que j'ai un souvenir, tu vois, dans le tennis. Il me semble que c'est Martina Hingis qui, à force de tester tout le temps des nouvelles chaussures, elle s'est un peu abîmée, tu vois. Elle s'est un peu abîmée, je crois qu'elle a eu des blessures à répétition aussi. Alors, le tennis, c'est un sport qui est vachement usant, tu vois, qui fait mal. T'as des reprises d'appui, tu passes quand même beaucoup de temps sur le court, beaucoup de temps sur la pointe des pieds aussi, donc c'est quand même, ça abîme bien. Hein. Le sport, il est pour beaucoup, au-delà des chaussures, c'est quand même les équipementiers. Les athlètes, justement, ils n'ont pas envie d'une certaine forme de stabilité pour les chaussures, et une fois qu'ils ont trouvé chaussures à leurs pieds, et trouvé leur petit bonheur, est-ce que finalement, ouais, ils sont bien quoi, au bout d'un moment, et ils vont avoir besoin d'une nouvelle paire et d'une nouvelle innovation quoi. Non, c'est une très bonne question. Et en fait, là où je vais te répondre, c'est que tout athlète, j'entends athlète sous contrat de sponsoring et athlète au top niveau de leur sport, n'est pas forcément testeur. Et tout testeur n'est pas forcément athlète. C'est-à-dire que déjà, c'est quelque chose que j'ai compris très tôt d'ailleurs dans mon métier et qui est un peu amusant, mais le niveau de pratique dans un sport n'est pas du tout corrélé au niveau de capacité à restituer des infos en test. C'est-à-dire que tu peux avoir une championne du monde ou un champion du monde dans un sport et pour autant ils vont dire ouais, cette chaussure elle est cool. Et tu peux avoir quelqu'un qui est beaucoup plus humble dans le niveau de pratique et par contre être très très juste et très très détaillé dans la manière de restituer des infos. Donc pour de la création produit en chaussures, toute la partie test, c'est des équipes entières en fait qui s'occupent constamment de recruter des panels d'athlètes, de testeurs, des panels de testeurs qui vont être ciblés en fonction de modèles précis. Et en fait, les athlètes professionnels, les athlètes sponsorisés par une marque vont rarement être inclus dans... c'est pas forcément vers les athlètes pros qu'on se dirige en premier pour tester des concepts complètement nouveaux. Parce que des fois, quand on n'a vraiment aucune idée de ce que ça va donner, il y a un risque que ça marche pas du tout. Donc on ne veut pas prendre le risque de blesser qui que ce soit. Et puis on veut pas, comme en fait tu l'entends, on veut pas non plus les user à... c'est fatigant mentalement de tester 15 versions d'un nouveau concept. Il y a un côté amusant, mais si c'est 10 fois par an, au bout d'un moment, je suis ok, bon, c'est sympa, mais moi j'ai une course à préparer, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est en fait c'est d'abord, en tout cas moi, de la manière dont on travaille, il y a pas, les athlètes sont pas tenus à être impliqués dans la R&D. Certains et certaines le font plus que d'autres. Et puis voilà, il y a à côté de la relation avec les athlètes pros, il y a tout un panel, un nombre beaucoup plus grand de testeurs qui sont en fait qui font les retours produits et qui là vont alimenter la création et le développement. Souvent en amont et de toute façon en parallèle des retours que les athlètes vont faire. Ok. Toi, t'as testé toutes les paires de chaussures sur lesquelles t'as bossé ? Non. Non. Je peux. Il y a en chaussures un des éléments les plus limitants au développement, c'est les moules qui sont nécessaires pour faire les pièces en mousse et en caoutchouc qui composent la semelle.
parce que ces moules, c'est des moules qui sont encore la plupart du temps forgés ou coupés dans le métal en fait, et c'est très coûteux en énergie, en temps, en argent à fabriquer. Et pour chaque pointure ou demi-pointure, il faut un moule différent, même pour le même design. Donc on peut pas faire de la créativité à l'infini et dire tiens on va essayer ça parce que d'un point de vue coût énergétique, environnemental et financier, ce serait complètement désastreux. Donc on est limité souvent en fait au nombre de pointures qui sont disponibles. Il y a une pointure échantillon qui est un peu en dessous de la mienne, donc souvent je peux tester des protos, mais c'est pas trop pile dans ma pointure. Par contre, après, plus proche de mon cœur de pratique, je suis pas loin du tout de la pointure de Jim. Donc ces années-là, ça m'a permis de tester et de serrer un peu mes orteils pour tester pas mal de chaussures qui étaient développées pour lui. Donc ça, c'était un atout vraiment cool pour moi, parce qu'en plus, c'était pour une pratique que je fais aussi. Donc, mais non, je teste pas. Puis, je sais pas, des fois, je bosse sur des chaussures de rando ou des pointes d'athlée ou quoi. J'ai pas l'occasion de mettre ça, quoi. Donc, ok. Il a Jim ou toi, vous avez une paire qui est commercialisée à tout le monde. C'est la même chaussure ou c'est des chaussures un peu personnalisées? On en est secret là. Alors, je demande juste si c'est personnalisé ou pas. Tu vois, je demande pas comment c'est personnalisé. Mais... non, ouais, il y a... Après, il peut toujours y avoir des personnalisations. Dans le trail, il n'y a pas encore exactement les mêmes règles que sur route ou triathlon, ou notamment World Athletics, où la Fédé triathlon ont mis des règles plus strictes en termes de quel type de produits peuvent être utilisés par les athlètes. Donc c'est vrai que dans le trail, il y a encore un peu plus de possibilités de personnalisation. Donc oui, quelqu'un comme Jim, il a une chaussure qui est... ça ne veut pas dire que personne d'autre n'a accès à cette chaussure, mais au moins il y a des customisations qui sont possibles, voilà, individuellement, athlète par athlète, que ce soit au niveau. Mais après, chaque athlète est aussi libre de faire. Moi, je sais pas, ça va de est-ce que tu es satisfait du type de lacet qui est sur la chaussure que tu achètes? Non, change-les. Tu peux changer, ça prend un peu de temps, mais c'est pas compliqué. Ou alors tu peux, découper quelque chose, recoller quelque chose ou quoi. En fait, ça se bricole finalement. Toi, tu le fais là? Ouais, un peu, ouais. Je serais curieux de savoir ce que tu fais. Ouais. Des fois, c'est... moi, ça fait partie du métier aussi, mais je me souviens avoir rencontré plein d'athlètes qui, en fait, ont aussi un peu l'âme de bricolage comme ça. Et je sais que des sports comme... dans la région, on a beaucoup de gens qui font du ski alpinisme. C'est des activités où l'optimisation du matériel, elle est quand même... c'est plus... ça fait partie du jeu, quoi, presque un peu. Et donc, pareil, pour les chaussures, il y a des choses qui se bricolent. Jim, c'est un super bricoleur, hein, franchement. Des fois, il n'attend pas qu'il y ait une équipe autour de lui pour changer les choses. Ça va être le premier à dire « Ah, j'ai fait ça. » Putain, ok. Mais ça peut être quoi? C'est des renforcements au niveau du talon, ouvrir un endroit, découper? Ouais, c'est ça, c'est jouer. Donc, une chaussure, c'est vraiment, en gros, si on simplifie en deux parties, la tige qui est toute la partie haute, qui entoure le pied et qui donc le laçage, les points de renfort et la semelle, donc toute la partie mousse et caoutchouc. Donc la semelle, c'est possible de tailler dedans et de sculpter un peu. C'est plus compliqué d'ajouter de la matière à la semelle sans outillage. Quoique, il y a même des cordonniers en fait qui sont capables de faire ça au service dans des villes comme ça. Mais après, sur la tige, il y a un peu plus de couture et de bricolage qui sont possibles. Mais rien que des fois, changer de système de laçage ou changer de lacet, ça peut changer pas mal de choses sur une chaussure. Ouais. Je voulais te demander, parce que je vois que tu l'as en plus, t'as lacé tes chaussures, pas forcément avec le système de... t'as pas forcément utilisé, je sais pas comment ça s'appelle justement, d'utiliser le deuxième trou en haut là. Ah mais ça c'est parce que je les ai pas bien faites celles-là, mais oui, sinon j'utilise tout le temps ça. Ouais. Sinon tu utilises ce système là, ça sert à quoi? Ça sert à avoir un laçage plus haut et plus flexible au niveau de la chemise, la cheville? Il y a différents bénéfices potentiels, mais moi j'aime bien essayer d'optimiser le laçage pour en fait répartir les points de pression et essayer de pas
si je serre beaucoup, que ça centralise toute la contrainte sur un point précis, parce que ça peut créer après, notamment sur des sorties les plus longues, ça peut créer des hypertensions et des douleurs. Donc essayer de répartir au contraire le serrage de manière plus uniforme. Ouais, ça fait partie des petits ajustements comme ça où c'est des... En fait, ce qui est intéressant avec la chaussure, c'est que c'est pas de la haute technologie dans un sens, quoi. C'est très manuel, c'est très bricolage, mais en même temps, c'est de la haute technologie dans le sens où il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, et dès qu'on modifie une chose, il y a 50 choses derrière qui vont être changées, quoi. Ouais, ok. Et je me rends pas compte à quel point, comparé à la route, tu vois, où le pas va être toujours hyper régulier. Du coup, la foulée, le type de pied va être un peu primordial, tu vois. Ça, je l'entends bien parce que un Eliud Kipchoge, quand il met un pied en avant, c'est toujours le même pas a priori. Même s'il fait beaucoup de chemin au Kenya ou quand il s'entraîne. Dans le trail, tu vois, vu que chaque pas est quand même très différent, qu'il y a beaucoup de variations, l'importance de la foulée est tout aussi primordiale ou pas? Ou est-ce que vous regardez d'autres choses, tu vois, justement l'appui au sol en descente, l'attaque talon, je sais pas, à quel point vous le regardez, et quels sont un peu les facteurs déterminants à la fois quand un utilisateur a envie d'acheter une chaussure et vous quand vous la concevez? Alors, il faut que je fasse attention à ce que j'ai le droit de dire ou pas dire, mais oui, non, en fait, le trail, ce que j'essaie de garder comme point de vue, c'est que le trail, c'est encore une discipline qui est très jeune, mais en tout cas de mon point de vue, à la fois en tant que fan de ce sport et en tant que pratiquant, c'est une extension de la course à pied. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de formats de courses différentes, des niveaux de technicité, il y a la météo qui... sur un marathon sur route, la météo, elle a son influence aussi, parce que selon s'il pleut ou si c'est sec, le revêtement va pas être dans les mêmes conditions, donc les chaussures vont potentiellement glisser, ça va pas être aussi sympa. En trail, ça c'est encore plus important, toute cette partie météo et type de terrain va être plus importante, donc l'interface avec le sol, il y a plus de questions à se poser que sur la route, et ouais, le dénivelé fait que la foulée n'a pas les mêmes composantes que sur un marathon qui est plat, ou plus ou moins complètement plat. Donc ouais, il y a des questions qui se posent pour le trail, qui ne se posent pas pour la route, mais il y a aussi plein de choses qui sont applicables. Parce que, je sais pas, on regarde un parcours comme l'UTMB, ouais, il y a des sections où c'est technique, il y a des sections où on marche, mais il y a aussi plein de sections où on court finalement de manière pas très très différente de courir sur un marathon, quoi. Donc c'est là ce qui est intéressant, et pour moi, d'abord en tant que pratiquant de ce sport, c'est que c'est très loin et pas si loin des crosses du collège dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Courage à tous ceux qui font les crosses d'ailleurs en ce moment, parce que je crois qu'il y a eu des météos pas très clémentes là sur les premiers week-ends. Donc voilà, quand on aime la boue aussi, faut assumer jusqu'au bout. T'as quelle foulée toi? Tu sais un peu? Je sais pas. Si, non, je suis... Après, j'aime bien changer en fait. J'aime bien essayer de pas me dire tiens, je suis tel type de foulée, voilà. Mais j'ai plutôt un appui médio avant-pied, une foulée assez. Ça change vraiment dans le type d'effort, dans le type de parcours. Mais on peut beaucoup modifier sa foulée. Mieux vaut changer de chaussure ou mieux vaut changer de foulée? Non, c'est possible de changer de foulée. Ouais. Que je me souviens, les premières années où j'ai couru en vocal, les chaussures n'étaient pas non plus les mêmes qu'aujourd'hui. Mais ouais, il y a eu des changements. Il y a eu des changements après avec l'arrivée de nouvelles technologies dans les chaussures. Ça a modifié légèrement la manière d'utiliser ces chaussures. Les chaussures du marathon aujourd'hui, elles n'ont rien à voir avec les chaussures de marathon il y a 10 ans. Et la manière d'utiliser, c'est pas exactement la même non plus, quoi. On ne peut pas... On a des niveaux d'amorti surtout qui sont bien supérieurs aujourd'hui, où le bénéfice majeur c'est oui, on peut courir un peu plus vite, mais surtout on a beaucoup moins mal le lendemain, et on peut se permettre en fait des foulées qui sont peut-être un peu plus agressives, légèrement différentes, quoi. Mais je ne saurais pas me caractériser dans un type de foulée plus que ça. Ok. Donc
Ma question, c'était est-ce qu'il faut mieux changer de chaussures ou mieux vaut travailler sa foulée? Je pense qu'il faut pas hésiter à rester curieux dans le sens à essayer, quoi, de pas se dire je suis avec et je dis ça, j'essaie vraiment de me détacher de toute marque ou quoi, mais plus essayer de dire ok, tiens, moi j'étais le premier à dire j'aime bien cette marque et du coup toutes les autres marques ça va pas marcher. Alors qu'au contraire, en fait, les marques, elles essayent aussi de faire de la nouveauté, de changer des choses. Et ouais, il y a des choses intéressantes à aller chercher, à varier des modèles, varier des différents modèles pour le même type d'utilisation, varier les terrains. Donc, constamment, on apprend et du coup, on se rend compte que peut-être des choses qu'on n'aimait pas à un temps donné, on y revient ou on aime pour quelque chose de différent. Non, et c'est un truc que je me suis toujours demandé, tu vois. Tu vois, on disait que le corps humain, il s'adapte vite, tu vois, quand on parlait des séances d'entraînement, et on se disait que mettre un petit peu de variété dans ces séances, ça fait du bien. En tout cas, ça permet de sortir en permanence de la zone de confort. Pour les chaussures, je me suis toujours posé la question, est-ce que varier beaucoup, c'était bien pour que le pied il reste toujours en dynamisme, tu vois, il s'adapte toujours à de la nouveauté et tout? Ou est-ce que mieux valait, tu vois, avoir une paire et essayer de vraiment construire avec au maximum, tu vois? C'est un truc que je me suis beaucoup posé comme question, que je m'étais noté, tu vois, dans mes notes en me disant, tiens, Vincent, il doit avoir un avis assez... Enfin, il doit avoir une réflexion en tout cas là-dessus, parce que tu connais bien ce milieu-là, et tu cours beaucoup, tu vois. Et j'ai pas trouvé enfin, tu vois, j'arrive pas à trouver de réponse. C'est quoi ta conviction? Parce que moi, j'ai deux convictions qui s'entrechoquent, tu vois. D'un seul coup, c'est mieux de construire quand même avec un matériel que tu connais bien et de le répéter et de capitaliser là-dessus. Et de l'autre côté, je crois beaucoup en l'hormèse, beaucoup en le fait de sortir de sa zone de confort et toujours créer une nouveauté d'adaptation, tu vois. Toi, c'est quoi ta stratégie de chaussures? Tu changes très souvent, tu as beaucoup de paires, tu varies beaucoup. Tu t'y prends comment? Ouais, je change pas mal. Alors une partie c'est lié à mon métier parce que je suis mené des fois à tester des choses différentes quand même. Je pense que c'est intéressant de s'autoriser la variation. Après, moi je suis aussi... moi j'aime bien aller vraiment au bout des chaussures. Genre, j'aime bien les user. Enfin, un des défauts de travailler dans cette industrie, c'est d'avoir... par choix ou pas, des fois trop, j'ai la chance de pas être dans la pointe sur l'échantillon, donc j'ai pas tant de choses que ça à tester, mais des fois il y a trop de matos, quoi. On n'a pas le temps d'aller au bout d'une paire de chaussures, et du coup moi j'aime bien vraiment les pousser à bout. J'ai des chaussures, j'aurais mis je crois que mon record sur une chaussure type celle que j'ai utilisée à l'UTMB, c'est 1700 bornes, quoi. Et c'est pour du trail, enfin sans cailloux et tout, la chaussure elle est bien elle est bien usée. Et du coup ça veut dire quand même que j'ai tendance à revenir au même type de modèle, mais je pense que c'est par phase où des fois je vais être peut-être un peu plus loin des compètes, m'autoriser à essayer quelque chose, à dire tiens ça fait longtemps que je l'ai pas mis, il faut que je remette, et pas essayer comme tu le disais de rester déshabitué, ou en tout cas avoir des phases où on n'oublie pas de se dire là j'ai été pendant longtemps, peut-être pendant ce bloc d'entraînement je suis resté sur ce type de chaussures parce que c'est ce que je voulais mettre pour la course. Ok, maintenant l'objectif est passé, tiens je vais réessayer ça parce que j'avais pas essayé depuis longtemps, et puis finalement c'est une chaussure que j'ai au placard, que je pensais qu'elle était morte, et puis non, finalement c'est intéressant aussi. C'est des choses où moi je prends plaisir aussi à même tester des choses d'il y a des années et dire tiens finalement ça c'était intéressant pour ci, pour ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où l'innovation c'est pas forcément tout le temps à dire dans 5 ans on va faire des chaussures, ça va être comme ça va être ouf. Finalement c'est aussi des fois regarder un peu dans le rétro et dire mais attends, ce qu'on avait fait là, si on le fait de cette manière différente, finalement c'est quelque chose qui est super intéressant à revisiter, quoi. Ok. Ouais, moi aussi j'ai ressorti une vieille paire qui a quasiment 10 ans, avec qui j'avais pas fait beaucoup de bornes, et en vrai j'étais très content, quoi. J'étais très content, donc, mais du coup quand même 3 mois avant l'UTMB tu fais plus qu'une chaussure par exemple? Non, non, je varie quand même. Mais après, parce que je connais pas mal... on va dire, je vais pas introduire une chaussure complètement nouvelle. Enfin, quoique 3 mois, il y a du temps quand même. Mais ouais, dans les mois qui précèdent, vraiment, plus on se rapproche d'un objectif, je vais pas faire quelque chose de complètement nouveau.
Je vais essayer d'éliminer les variables de risque, quoi. Ouais. Ok. Je voulais faire un mini cas pratique très rapide sur moi, justement. Tiens, je me disais, si tu pouvais me conseiller en chaussures, j'ai pris 5-6 kilos là, en 2 ans. C'est essentiellement de la masse musculaire, hein, quand même. Ouais. Même que de la masse musculaire, j'espère. Je reste quand même assez sec. J'approche des 80 kilos pour 1m79. On m'a dit que j'avais une légère pronation. Et on m'a dit que j'avais effectivement du coup un peu le pied qui va à l'intérieur à l'impact au sol. J'ai un pied assez large. J'ai des gros panards, de bonne péniche. J'ai le pied assez plat aussi. J'ai légèrement voûté. Qu'est-ce que je dois aller chercher dans une chaussure ? En fait, et oui, je te dis le fond de ma question. J'ai quand même assez peur. Tu vois, je fais des marathons. Là, j'en ai fait 2 en 18 mois. Je prends du plaisir, mais je sens qu'à la fin, tu vois, de la prépa, à la fin de la distance, quand même, ça use quand même pas mal les genoux et tout. J'ai fait le GR20, ça m'a fait. GR20, bon, ça va te paraître ridicule, mais on l'a fait en 6 jours et demi, tu vois, et 6 jours et demi, on a assez peu couru. On avait le matos vidéo, tu vois, on a quand même 7-8 kilos sur le dos à chaque fois. Vers quel type, tu vois, de modèle tu me recommanderais de me tourner ou d'aller regarder, ou qu'est-ce que, de tes connaissances à toi ou de ton point de vue, encore là, on n'est pas là pour donner des guidelines absolument et vraiment plutôt amener de la nuance, mais qu'est-ce que tu me recommanderais d'explorer pour justement, si j'ai envie de faire un peu plus de trail, parce que je trouve que ça va super bien avec ma préparation Aerox. Tu vois, comme je te disais, pour les relances musculairement, et puis tu as aussi beaucoup de variations, parce que tu es un peu dans Aerox aussi, tu vois, entre les montées et les descentes et tout. Je trouve ça hyper intéressant aussi de faire monter un peu le cardio en courant sans forcément faire beaucoup de... Enfin, tu vois, la montée, je trouve que c'est hyper intéressant, ça te fait monter le cœur hyper fort, c'est la même sensation que tu as sur l'Aerox, quoi. L'impression d'être très fort. Qu'est-ce que tu me recommanderais d'aller chercher en chaussures? Question pas facile. Là, c'est pas facile. Ça va dépendre dans quel terrain tu vas faire les sorties trail aussi. En fait, à quel point tu as besoin de cramponnage plus agressif, ou est-ce que tu es OK avec quelque chose sur des terrains plus meubles, plus secs. Je suis parisien. Non, mais c'est pour ça. Mais tu vois, j'ai vécu avant de déménager là, on était à Portland dans l'Oregon pendant 2 ans, et pareil dans une ville, mixer un peu des chemins, mais aussi beaucoup de bitume. Et finalement, on te rend compte que il y a besoin de chaussures de trail, mais finalement, selon le pourcentage de chemin que tu fais par rapport à pas trop de chemin, tu peux, avec des styles chez Hoka comme la Challenger ATR ou la Stinson ATR, tu peux avoir des choses qui sont en fait suffisantes au niveau trail. La Stinson, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est, j'allais dire sur route, il y a une nouvelle Bondi qui va sortir là dans, je sais pas quand l'épisode va sortir, mais assez bientôt, sur laquelle j'ai pas mal bossé d'ailleurs, la Bondi 9, qui est une base super intéressante, mais là du coup plutôt sur la route. Donc essayer quelque chose comme soit la Stinson ATR, soit ou même une Mafat peuvent être intéressantes en variation trail, parce qu'elles vont apporter peut-être un poil plus de largeur pour ton pied par rapport à une Speedgoat, mais dans la Speedgoat maintenant elle se décline dans plusieurs versions aussi, donc je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà essayé, mais c'est la Speedgoat, c'est la valeur sûre. Je l'ai essayé, l'ai essayé. Okay. Donc ce seraient mes recommandations pour varier sur le trail, mais n'hésite pas selon le terrain, encore une fois, évalue à quel moment tu as besoin de ça. Je fais souvent l'analogie avec le vélo, avec l'explosion des vélos gravel. À quel moment tu as besoin de quel type de pneu, je sais pas si tu roules ou quoi, mais selon le parcours que tu vas faire, des fois avec un pneu route juste un peu plus gros, ça passe finalement, quoi. Ou alors, là j'ai besoin de cramponnage et du coup je vais aller plutôt vers ce type de modèle. Nous on fait beaucoup de vallées de Chevreuse, hein, donc tu vois, c'est des chemins. Il y a besoin d'un peu plus de cramponnage quand on va à Fontainebleau. Les 25 Bosch, tu les as déjà fait ou pas? Non.
faut le faire. Ouais. Ça reste un petit parcours. Si tu montes en région parisienne et que tu as envie, je te prends avec la voiture, on va se faire les 25 bosses. C'est quand même un endroit à faire et c'est très beau et ça vaut le coup. Et tu as beaucoup de rochers. C'est quand même hyper technique. Ouais. Tu marches beaucoup sur des gros rochers, tu fais beaucoup de sauts, tu te glisses. Faut imaginer vraiment des gros blocs de roc sur des montagnes de sable. Ouais, c'est connu pour l'escalade pas mal, je crois. Là, ouais, exactement. Ouais. Donc tu te faufiles beaucoup et en même temps, dès que il y a des petits passages un peu roulants où c'est du sable et là c'est très sablonneux et là tu peux vraiment t'envoyer. Donc faut vraiment une chaussure assez 4x4 quoi, je pense, pour là-bas. Et à l'inverse, pour les vallées de Chevreuse, c'est beaucoup plus du chemin et c'est très humide, donc c'est vite de la boue. Et effectivement, là, avoir peut-être, je sais pas, tu vois, ce qu'il faut rechercher en termes de semelle à ce niveau-là, je sais pas trop. La Mafat, c'est une belle. La semelle, en tout cas, a toujours été travaillée pour avoir justement une adaptation au terrain qui est intéressante. Okay. Et quand tu es sur des sols plus meubles, c'est pas un souci d'avoir un peu plus de cramponnage parce que ça va t'apporter aussi de la déformation supplémentaire et c'est assez agréable. Ouais. Ok. Bon, écoute, merci. J'aurais eu mon petit quart d'heure un peu geek. Je te le disais, j'avais très envie de parler de couple. Loin de moi, tu vois, l'idée de vouloir faire du voyeurisme ou de rentrer dans ton intimité, mais déjà, je te le disais en préparation d'épisode, sur toutes les interviews que j'ai entendues de toi, t'as à chaque fois félicité Camilla, ta compagne, en disant qu'elle avait participé grandement, tu vois, déjà à ta présence sur tes dernières courses. Yes. Le fait qu'aussi elle participe à ton assistance. Moi, je vous ai vu, tu vois, en vrai, et je trouve qu'il y a effectivement il y a un truc qui se dégage, qui est assez inspirant. Et enfin, tu vois, j'ai beaucoup apprécié. Et même ma petite amie, tu vois, quand je lui ai fait écouter une des interviews, elle m'a dit putain, c'est. Enfin, j'adore la façon avec laquelle toi tu parlais d'elle. Il y a une phrase qui m'a marqué dans les interviews que tu as faites, qui a dit ouais, je serais pas là si elle n'avait pas été là et si elle m'avait pas donné confiance. Et je suis curieux de savoir, encore une fois sans rentrer dans l'intimité, mais qu'est-ce qu'elle a pu te dire pour toi te faire peut-être un peu switcher et te faire y croire tu vois, à la compétition et au monde de haut niveau? Ouais. Merci de me poser cette question. Ouais, je pense qu'il y a ça. On a chacune et chacun des raisons d'avancer dans des projets ou quoi, et sûrement aussi plein de fois des doutes et des hésitations à avancer, à prendre des décisions. Et ouais, pour moi, l'entourage et notamment le couple conforme, ça permet de se conforter l'un l'autre et d'apporter des fondations solides dans les moments où peut-être il y a plus d'hésitation ou des choses qui sont des passages plus difficiles, quoi, pour plein de raisons. Et je pense que moi j'ai avec on va dire la relation que j'ai eue avec le sport, qui a toujours été assez saine mais jamais trop sérieuse dans la compète. Je pense que j'ai jamais osé mettre vraiment les deux pieds dedans et me dire ok, mais allez, là je veux vraiment me préparer pour ce truc là et tenter le coup. Et elle sait pas que c'est une bête de compète et qu'elle a l'aspect totalement opposé, mais la même manière que moi, on a une relation qui est fusionnelle, qui est ce qu'elle est, on est là l'un pour l'autre. Elle me voit aussi de son œil à elle, et du coup me reprojeter ça et me dire non, mais il faut que tu tentes le coup, ça peut être génial et ça vaut juste le coup, parce que elle me dire mais là t'es super content quand tu fais ça, ou ça apporte, tiens, on vit ça ensemble, c'est vachement cool. Donc en fait c'est juste m'encourager à juste dédier ce temps, juste dire ok, là ça va être ça, là je vais m'inscrire à cette course, ok, je vais tenter le coup, quoi. À des moments où moi j'aurais tendance à dire non mais c'est pas si grave, il y a bien plus important ou plus
plus grave comme problème à traiter ou quoi. Et elle, c'est elle qui a été là pour me recentrer, à dire non, mais là, t'as envie de le faire, vas-y, fais-le, quoi, fonce. Et ouais, ça part de là. Et c'est sûr qu'après, là, sur un UTMB, on voit la partie à l'assistance où. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça, quoi. Ça part vraiment de... c'est les fondements d'une relation où on est là pour se supporter l'un l'autre et dans tout projet. Le sport, c'est un des projets, mais dans toutes les choses de la vie, quoi, finalement. Donc ouais, non, c'est clair que l'ultra, il y a notamment la partie de l'assistance qui aujourd'hui a un rôle c'est la partie majeur, visible de l'iceberg. Ouais, c'est la partie visible de l'iceberg, mais ça joue un rôle essentiel. Mais c'est, clairement, quand on fait un sport d'endurance, il y a une partie énorme qui est juste égoïste, quoi. Parce qu'on va faire toutes ces heures d'entraînement où la majeure partie du temps, on est quand même tout seul. C'est du temps qu'on va pas passer ni avec des amis, ni avec la famille, ni au travail. C'est du temps pour soi. Et faut avoir un entourage qui est OK avec ça. Faut avoir un équilibre de vie qui soit... pour moi, en tout cas, il faut que ça soit clarifié à l'avance. C'est un peu... OK, on a le contrat, on dit voilà, c'est ça le plan. On va mettre les choses en place pour que ce soit pas déraisonnablement tiré pour que tout soit optimisé que pour cet entraînement-là, mais qu'on passe du temps à faire autre chose. Et c'est pour moi, c'est super important parce que sinon, j'ai un peu ce sentiment de voler du temps et de sentiment de culpabiliser, dire mais là, je fais ma sortie en montagne, ok, c'est cool, mais à quoi bon, quoi. Enfin, je veux dire, encore une fois, moi, j'ai toujours un peu cette idée que c'est bien chouette, hein, on fait de la course à pied, mais il y a des problèmes plus graves dans le monde et bon. Voilà. Donc je pense que c'est... Ouais, elle m'aide à garder les yeux ouverts sur des fois les petits plaisirs ou les grands plaisirs que ça procure. Et du coup, le focus nécessaire à notamment avancer là, dans ce processus d'entraînement, quoi. Et croire en moi. Ok. Mais c'est chouette. Bravo, je trouve que c'est un très bel hommage, tu vois, et c'est sincère. Ça m'inspire beaucoup, tu vois. Je pense avoir aujourd'hui, moi, trouvé mon âme sœur, tu vois, ou en tout cas la personne qui vraiment me fait grandir et tout. Et je dois presque te remercier, et elle aussi d'ailleurs, tu lui passeras le mot, parce qu'en lui montrant des vidéos à mode je t'embrasse, elle m'a dit mais toi t'as pas envie de faire du trail aussi Ça lui a donné elle envie de faire de l'assistance. C'est con, mais elle a vu les vidéos. Cette année, je trouve que l'UTMB en a fait beaucoup plus. Tu as des petites vidéos sur l'assistance avec des petits moments très très touchants, tu vois, d'amour, des moments d'intimité, de duo et tout, de complicité qui sont très forts et ça lui a donné envie, tu vois. Là où effectivement, ouais, moi, elle me suit sur tous les week-ends où je fais Aerox, c'est long, c'est compliqué, c'est pas son milieu. Elle est écrivaine, tu vois, donc le sport, c'est un peu loin de son milieu, tu vois. Et ça lui a donné envie. Et je sais que, effectivement, tu y as contribué d'une certaine manière, tu vois. Donc c'est assez marrant. Elle fait beaucoup de sport aussi. Ouais, elle a sa relation avec le sport qui est par moments, qui est une belle relation. Elle est pas, en fait, je pense que elle comme moi, on essaye vraiment et elle encore plus, et elle m'a appris beaucoup là-dessus. On est des personnes qui se définissent par plein de choses. Le sport est une chose parmi d'autres, quoi. Et elle met vraiment un point d'honneur à ça, et elle m'a appris vraiment beaucoup là-dessus, à dire mais il y a plein d'autres choses dans la vie, quoi. Le sport c'est cool, hein, mais du coup ouais, elle a fait de la course à pied et de l'athlé au lycée, à l'université, aux États-Unis. Elle a fait essayé un peu de trail aussi, pas plus tard que au printemps 2024, c'est moi qui lui ai fait l'assistance sur un 30 km dans l'Oregon, là où on habitait, qui au passage est un super exercice pour toute personne qui a une assistance sur un trail devrait aussi faire l'assistance. Pour moi, ça devrait être obligatoire pour se rendre compte de la difficulté de l'exercice, de à quel point il faut être
en gros, ça demande faut être patient, il faut être. En fait, c'est super dur de faire l'assistance, quoi. Faut vraiment. Déjà, c'est énormément de temps passé, puis c'est aussi. Ouais, c'est vraiment pour l'autre personne. Donc, c'est un exercice super, super intéressant et important de changer les rôles. Et du coup, ouais, on a. Je pense qu'on a une belle relation au sport dans le sens où on est dans un superbe magasin de vélo et typiquement en vélo on a fait des choses magnifiques ensemble et des fois si on regarde les chiffres des super belles sorties, mais ce qu'on retient c'est les moments passés avec des copains. On a fait des trips un peu en bikepacking, à visiter des coins super, à faire du camping dans des endroits magnifiques et c'est ça qu'on retient, et surtout elle, je pense, avec un passé peut-être plus compète, de focaliser sur ça et sur cet aspect plus social et d'aventure qu'apporte le sport, plus que juste la compète et le côté les chiffres, la performance, quoi. Ouais, elle te rappelle à une certaine notion de plaisir du coup et de sociabilité que je pense qu'on rapporte beaucoup. Tous les deux, on se le rappelle l'un l'autre. Ouais. Ok, très chouette. Et tu te souviens de... J'ai une question débile, mais est-ce que tu arrives à te souvenir de tous les ravitaillements, de ce qu'elle a pu te dire, tu vois, sur la course? Ou est-ce qu'il y a des moments où t'es tellement dans le dur que t'oublies et t'écoutes, t'es presque dans un caisson de verre, tu vois, et il n'y a plus rien qui passe? Non, franchement, non, j'étais assez lucide sur l'UTMB. Et en fait, c'est rigolo parce que, alors forcément, tu le disais, il y a énormément de médias autour, il y a énormément de monde, mais vu de l'intérieur, c'est pas si différent d'une autre course en fait. Enfin, quand tu exécutes le plan et tu fais les trucs, c'était. Elle avait fait mon assistance sur la Maxi Race plutôt en 2024 et les deux ultras que j'ai fait en 2023. Et notamment sur le 100 miles que j'avais fait à l'octobre 2023, il y avait personne, il y avait vraiment pas grand monde, quoi, mais l'exécution c'est la même chose, quoi. On a notre plan, ok, et du coup là pareil à l'UTMB, alors ça a changé pour elle à partir de Courmayeur où d'un coup j'arrive en tête et du coup toutes les caméras se pointent sur elle et c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, mais non, c'était assez, clairement on ne s'était pas préparé pour ça, mais je pense que elle comme moi, on a vécu le truc assez... réussir à faire un peu abstraction de ce qui se passait autour, quoi. Et ouais, les mots, c'est assez des choses aussi simples et importantes que... amuse-toi bien, quoi, vas-y. En gros, moi, c'est ce que j'avais dit aussi à mon assistant, c'est pas que Camilla, mais il y avait une de ses meilleures amies d'enfance et mon frère qui était dans l'assistance sur l'UTMB. Et je me souviens, on discutait la veille, il me disait c'est quoi la phrase qu'il faut te dire si ça va pas bien et tout. Et je leur avais dit, je leur dis ce que je te dis tout à l'heure, rappelez-moi qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves dans le monde et qu'en gros je suis là pour m'amuser, quoi. C'est moi qui ai choisi d'être là, donc à un moment c'est bon, quoi, je vais arrêter de me plaindre. Donc c'est un peu ça, on en rigole, mais vraiment essayer de garder la distance nécessaire à ok, oui, on passe beaucoup de temps, on met beaucoup de choses en place pour arriver à faire ces courses. Ça reste du sport, hein. Personne nous force à faire ça, et ouais, il y a des choses plus importantes dans la vie que le sport. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est un des premiers conseils, des premiers, je vais pas dire actes de préparation mentale, mais j'ai fait pas mal de préparation mentale avec Pierre David, qui est un préparateur plutôt sur des sports olympiques, tu vois. Il a eu beaucoup de judokas, d'escrimeurs, des cyclistes aussi. Et il dit, une des réussites, c'est de se détacher de l'importance, quoi. Et de se rappeler des phrases qui font que tu te mets plus la pression qui peut te paralyser le jour J, ou qui peut te faire gamberger, ou qui peut te faire penser à plein de trucs, plutôt que de dire, voilà, je suis là, je l'ai choisi, c'est du plaisir, je me donne à 100% ou j'abandonne, et puis c'est comme ça. Mais en attendant, voilà, si je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Mais si j'arrête, c'est pas grave, en fait. Si j'arrête, la Terre va pas s'arrêter de tourner, les problèmes vont pas s'arrêter, et demain tu devras retourner au boulot comme tout le monde, quoi. Et c'est un des meilleurs tips, en tout cas, qui m'est donné dans un des épisodes. Est-ce que du coup, tu le dis, d'un seul coup, il y a eu les caméras là, qui se braquent sur vous, là.
ça, ça rallonge un peu l'espèce de sensation de, je sais pas comment dire, mais le temps où vous allez vous retrouver aussi après. Ça a été plus long après, finalement, ou les moments où tu te retrouves, parce que tu enchaînes les interviews, tu enchaînes les passages médias, Juste suite à la course, les podiums arrivé. et tout. Tu as plein de sollicitations. À quel moment tu peux vraiment te retrouver en duo et te dire ok, c'est bon, là on est tranquille, Ouais. on peut vraiment débriefer en fait, tu vois. Ouais. Ouais, ça n'a pas été. Bah, en fait, dans les heures qui suivent, il y a quand même un protocole qui est notamment autour du contrôle antidopage, qui tout de suite, c'est ça qui est le plus important et ce qui est, c'est normal, mais ça veut dire qu'il y a une procédure à suivre tant que le contrôle peut être effectué. Et ouais, c'est vrai que. T'as été contrôlé du coup ? Ouais. Donc ça prend un certain temps. Et après. Le soir même, il n'y avait pas tant de... Enfin, en tout cas, on a essayé de mettre à l'écart les sollicitations médiatiques parce que y a besoin de s'alimenter, de se réhydrater, des choses comme ça. Et non, on a pu faire un petit verre avec entre proches. On a réussi à caler ça. Okay. T'as bu une goutte d'alcool après ? Ouais, j'ai plus souvenir, mais si, oui, forcément, j'ai dû boire une goutte d'alcool. Ouais. Ok. Ouais. Plutôt vin rouge ou plutôt bière ? J'ai plus souvenir de ce qu'on avait bu. On avait peut-être dû sortir du champagne quand même, ouais. Ok. Non, faut le dire. Ouais. Non, après, ce qui est, c'est sûr ce à quoi j'étais pas préparé, mais encore une fois, qui est normal, c'est que les 24 heures qui suivent, elles sont rythmées par, oui, il y a beaucoup de sollicitations et c'est pas comme les autres courses que j'ai fait ou même des courses que j'ai gagnées. Voilà, on est juste, c'est bon, on a fini. Éventuellement, oui, il y a un podium, il y a une cérémonie, mais à part ça, tu profites du week-end. Là, c'est clair que la journée du dimanche à Chamonix, tu peux pas faire grand-chose. C'est des obligations ou c'est des sollicitations Alors, c'est une question philosophique. Qu'est-ce qui se passe si on dit non à toutes les sollicitations ? J'y ai pensé, j'avoue que... Mais non, je pense que c'est... Peut-être que pour d'autres cas de figure où des athlètes sont déjà sous contrat au moment de faire une performance comme ça, il y a une part d'obligation. Pour moi, c'est vrai que c'était complètement nouveau et inattendu, ce qui a peut-être aussi ajouté au fait qu'il y avait encore plus de sollicitations, j'en sais rien. Mais non, mais après, moi, je voulais pas non plus. Enfin, je sais pas, ça m'a effleuré l'esprit de dire qu'est-ce qui se passe si je m'enferme et que je vais juste, je sais pas, dans un jacuzzi ou quoi toute la journée et que je dis non à toutes les sollicitations. J'ai pas fait ça, donc je sais pas, j'ai pas la réponse. Donc c'est un peu quand même, non, ça fait partie du jeu. Ouais. Ok. Est-ce qu'on récupère, est-ce que ça rallonge la partie récup ? Tu as vu que tu avais gagné un ultra quasiment un an avant, on va dire, aux États-Unis, un 100 miles. Il y en a qui disent que pour qui c'est épuisant. Tu vois, j'ai le souvenir, moi, c'est deux poids deux mesures, hein, mais plusieurs vainqueurs du Vendée Globe, tu vois, qui te disent l'arrivée après le Vendée Globe, c'est tu prends une tornade dans la tronche parce que tu passes de 3 mois tout seul sur ton bateau à 3 jours non-stop où tu as des interviews toutes les demi-heures. Et là c'est vraiment dur où tu passes d'une solitude extrême à une sursollicitation extrême et où ils te disent en fait tu peux vraiment commencer à récupérer que 3-4 jours après, tu vois. Est-ce que là tu as toutes ces sollicitations, le côté hyper social et tout, ça amplifie un peu l'adrénaline de tout ça? Oui, je pense que forcément, mais surtout en fait sur l'aspect mental, la charge mentale, elle est. Puis en fait, moi je pense que là, en essayant d'analyser avec plus de recul, c'est quelque chose qui n'était pas attendu, c'est quelque chose auquel moi je m'étais pas préparé, et donc ouais, il y a plein de choses qui sont nouvelles à l'agenda, et pas que dans les heures qui suivent, mais dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, et donc c'est plein de nouveautés auxquelles UTMB c'est loin de la durée et de la solitude d'un Vendée Globe, mais en fait l'analogie pour moi elle est plus
personne me demandait jamais rien dans les mois qui précédaient l'UTMB. Donc en fait, la nouveauté, elle est plus. Il y a un petit peu un avant et un après, dans le sens où voilà, j'ai toujours. Maintenant, il y a un peu plus. Il y a des sollicitations qui avant n'existaient pas. Donc c'est juste une composante nouvelle à gérer. Après, moi, ça m'a pas affecté sur la récupération physique. C'est plus, voilà, mentalement, voilà, gérer cet aspect nouveau et essayer de pas précipiter les choses et de les prendre l'une après l'autre. Ok. Cette surexposition, là, tu vois, il y a quelques mois, tu as ouvert un compte Instagram alors qu'avant, tu étais fermé à tout. La question, c'est est-ce que ça t'a fait peur à un moment? Tu vois, là, on est sur un podcast, il y a des caméras. Pendant très longtemps, je suis resté sur l'audio parce que je voulais pas que les gens aussi un peu me voient. Alors, peut-être, j'ai rien contre mettre une photo sur les réseaux sociaux, mais j'avais un peu de distance avec ça. Ouais. On voit aussi, tu vois, je te le disais en préparation, tu vois, certains footballeurs que ça peut faire un peu dégoupiller, tu vois, cette starification un peu soudaine. Toi, ça t'a jamais fait peur ou donné le vertige un peu? Je sais pas si peur c'est le premier mot ou c'est le meilleur sentiment, la meilleure description du sentiment. Je peux pas dire que ça fait pas rien, c'est sûr, parce que en fait, moi j'ai tendance à toujours réfléchir beaucoup trop sur tout et tout le temps essayer de suranalyser absolument tout. Du coup, il y a un peu une prise de vertige à dire ouais, mais là d'un coup. Faut que je fasse attention à ce que je dis, il faut que je fasse attention à comment je fais les choses ou quoi. Et pour être honnête, il y a une grande partie où, ouais, pareil, je sais pas, je suis débutant, quoi. Donc, pareil sur l'ouverture du compte Instagram. Et ouais, il y a plein de choses à faire. Je sais toujours pas exactement comment les choses elles vont se mettre en place. Mais j'accepte de me dire ouais, je suis super débutant, je vais essayer je vais m'entourer de personnes qui sont plus expertes que moi dans certains domaines et je vais essayer d'avancer un peu à ma manière. Mais ouais, je pense que plus que la peur, du coup, c'est un peu ouais, je sais pas si c'est du vertige, mais c'est plus la remise en question de. Moi, j'ai quand même. Je pense que je m'associe pas mal à ce qu'on appelle souvent le syndrome de l'imposteur. Tu sais, le sentiment que ça soit dans le boulot et encore plus là dans le sport, de me dire non, mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi c'est pas possible? Enfin, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus méritants que moi autour. C'est pas normal que ça soit moi. Donc là, toute cette amplification médiatique pour un sport qui est quand même encore très jeune, encore très, très confidentiel, si on prend de la distance, ouais, ça fait un peu bizarre, c'est clair. Okay. Donc, faut essayer de... J'espère que je dis pas trop de bêtises et ouais, c'est comme je le disais avant, c'est une nouvelle composante avec laquelle il faut que j'apprenne juste à vivre et à avancer et à garder le plus de choses possibles normales, quoi, en fait. Ouais, bien sûr. Ce que je trouve quand même intéressant aussi dans le trail, c'est que t'as plus de choix, je trouve, tu vois, que peut-être d'autres sports où la partie médiatique est contrôlée différemment. Ouais, parce que c'est un sport plus jeune, quoi. Parce qu'en fait, chaque athlète est encore... très libre. Ouais, très libre. C'est comme si... Je sais pas, tu fais l'analogie avec le vélo. Les sportifs au plus haut niveau dans le vélo, c'est des employés d'équipe, quoi. Dans le sport, on est tous des auto-entrepreneurs à gérer notre petit truc comme ça. Il y a beaucoup moins de professionnalisation dans le sens où moins de structures et de choses qui sont codifiées, qui sont gérées. Et pour autant, alors c'est d'autant plus vrai en France où le trail a pris des proportions il y a plus grande part de la population qui connaît et qui s'intéresse au sport que dans la plupart des autres pays au monde. Et pour autant, le sport n'a pas autant de développement que d'autres sports que tu cites, que ce soit le foot ou le tennis ou le vélo. Qu'est-ce que tu as envie de dire, du coup, pour la suite? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu sais que tu as envie de communiquer? Je sais qu'en préparant cet épisode, tu m'as dit ouais, tiens, j'aimerais bien parler un peu d'écologie, parce que c'est un sujet sur lequel tu réfléchis beaucoup en ce moment. Tu réfléchis sur quoi d'ailleurs? C'est quoi les sujets qui t'interpellent en écologie? C'est tout c'est en fait tout ce qu'on fait, tout dans le monde dans lequel on vit, on est dans des moments de crise qui sont super graves.
là, cette semaine, les news, c'est partout sur les feux qui se passent en Californie. Alors ça me touche encore plus parce que c'est les endroits où on habitait. Donc les images où on voit où tout crame, c'est là où je faisais des tours en vélo. Et on a des amis qui habitent. Mais c'est juste une illustration parmi des milliers d'autres des crises environnementales et sociales qu'on traverse. Et ouais, moi, j'ai pas les ambitions de ni changer le monde, ni avoir des solutions toutes faites ou quoi. C'est juste, c'est les hésitations que j'ai eues un peu avant d'ouvrir typiquement un compte Instagram et de définir comment je peux mettre en place une stratégie de communication, ou même, pour revenir à ta question, est-ce que je réponds aux journalistes suite à gagner l'UTMB, c'est que voilà, j'ai envie de m'exprimer sur d'autres sujets que juste le sport, parce que, et ça c'est mon point de vue, mais dans le monde tout est politique, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, la politique c'est juste la science de nous, je sais même plus l'étymologie du mot, mais c'est s'il me semble bien, c'est juste le fait de vivre en communauté, de vivre exactement. entre c'est la vie de la être. cité, voilà, c'est ça. Oui, policité, c'est ça. Et du coup, ce qui est beau dans le trail, c'est qu'encore une fois, vu que c'est une discipline qui est super jeune, tout est à écrire, tout est à faire. Et je dis ça avec le plus grand respect et la plus grande admiration pour toutes les géantes et les géants qui ont fait ce sport jusqu'ici. Mais c'est un sport qui est encore microscopique par rapport à la majorité des autres sports, en termes de nombre de pratiquants, en termes de la manière dont il est défini, les codes, etc. Et donc il y a plein de choses de cette manière où le sport peut montrer l'exemple, à dire ok, vu que on est très au courant de la crise, certainement le plus grand défi que notre espèce ait jamais fait face, voilà comment on va organiser les compétitions à l'avenir, voilà comment en tant qu'athlète on va mettre des priorités et peut-être dire non à certaines choses. C'est plutôt c'est un peu comme ça où j'essaie de réfléchir, et c'est pas facile, hein. Je dis pas que j'ai absolument pas ni les solutions, ni la volonté de savoir mieux que d'autres, parce qu'il y a d'autres athlètes dans ce sport et dans d'autres qui ont déjà pris la parole sur ces sujets, que ce soit l'environnement, que ce soit les sujets de justice sociale. Il y a même des collectifs d'athlètes qui font déjà du travail formidable là-dessus. Donc c'est juste me joindre à ça et essayer d'utiliser une partie de l'attraction médiatique qu'il y a nouvellement autour de ma personne pour dire ok, là il y a des choses intéressantes sur lesquelles on peut se poser 2 minutes, quoi. Ok. Je regarde là, je vois qu'il nous reste dernière petite question. Il y a des trucs que toi tu vas t'interdire, ou tu t'interdis, ou des choses que tu as modifiées dans ton comportement récemment. Tu vois, je sais que nous, avec ma compagne, là, on commence quand même très sérieusement à se dire ok, on va limiter au maximum l'avion et on va essayer vraiment de réfléchir à ça. Et encore une fois, je plaide 1000 fois coupable, parce que j'ai eu des parents qui venaient de milieux très défavorisés, qui ont réussi un peu dans la vie, et donc qui ont eu envie de dévorer le monde et qui m'ont fait beaucoup voyager en avion. Et il y a encore quelques années, je prenais des fois l'avion pour faire des déplacements, juste pour des interviews dans la journée, ce qui était assez aberrant. Moi, j'ai ça que j'essaye vraiment de changer. Le chauffage, mais c'est parce que j'aime le froid. Et moi, je prends ma douche froide tous les matins, je peux plus de prix de douche, donc je sais. La viande aussi, ça me fait cogiter, tu vois, d'un point de vue santé aussi. Santé et même écologie, où je me dis, viande rouge, je vais vraiment essayer de limiter, même viande blanche aussi. Toi, il y a des trucs qui te font tilter, ou il y a des trucs que tu as changé dans ton comportement? Alors pas depuis l'UTMB, parce que ça fait des années que moi ça fait des années que j'ai ces consciences-là. Ça va faire plus de 10 ans que je fais mon bilan carbone annuel, et que je pleure lentement devant le fait que j'ai un travail qui m'impose, c'est un grand mot, parce que encore une fois, on a toujours le choix, et je pourrais faire le choix de changer de travail, mais qui m'amène plutôt, c'est plus juste, à prendre l'avion. Et en fait, quand on regarde les chiffres, j'ai beau être
à 99% végétarien, à consommer 2 saisons locales bio, à pratiquement vivre sans voiture ici et faire tout en vélo, le fait que je prenne l'avion, ça écrase tout. C'est-à-dire que d'un point de vue des chiffres, c'est implacable. C'est-à-dire que c'est comme si ça comptait pas. Et ça fait mal. Ça fait mal et du coup, ça, j'en suis très conscient. Et j'ai encore une fois pas les solutions parce que aujourd'hui, voilà, je suis dans un sport où il y a des courses qui sont organisées dans différents endroits du monde, où on n'a pas les solutions pour... tant qu'il n'y a pas à traverser d'océan, on a des solutions qui vont pas trop mal pour se déplacer, mais dès qu'il s'agit de traverser un océan, c'est plus compliqué. Et puis, sans même parler de sport, j'ai une partie de ma famille qui habite à l'autre bout du monde. Comment est-ce que je vis avec ça ? Comment est-ce qu'on gère ça ? Et ouais, ça, c'est des choses où on en parle, c'est clairement des sujets de discussion, et c'est pas facile. Et en même temps, ce qui est pas facile avec tout ça, c'est que c'est des sujets qui sont des sujets c'est un privilège de pouvoir avoir cette discussion-là. Le fait de prendre l'avion, c'est une partie très 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 petite et privilégiée de la population mondiale. Donc c'est là où pour moi il y a vraiment une prise de conscience. Alors oui, les actions individuelles ils sont fondamentaux et l'exemplarité elle est aussi très importante, mais c'est au niveau global et c'est au niveau politique que les décisions elles sont les plus importantes et qu'elles doivent être prises. Parce que typiquement, si on veut mettre en place des solutions pour pouvoir traverser l'Atlantique d'ici quelques années, une dizaine d'années, de manière compétitive à ce que fait l'avion aujourd'hui, ça va demander des efforts au niveau plus qu'individuel et collectif et politique et systématique pour faire avancer ça, quoi. Donc voilà, c'est... Moi, c'est en étant conscient et convaincu du besoin et de l'urgence de ces sujets-là que je veux mettre tous mes efforts de communication envers encore une fois, des efforts et des causes qui sont déjà défendues et des solutions qui sont déjà émergentes et déjà poussées et pas arriver en porte-étendard de dire « Ah, regardez-moi, j'ai toutes les solutions ». C'est pas du tout le cas, quoi. Juste essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Ok. Très cool, en tout cas, merci beaucoup de me partager ça et c'est hyper inspirant. Et effectivement, tu fais bien de le rappeler que, tu vois, là, je t'ai amené sur un sujet de qu'est-ce que toi t'as changé, mais que la responsabilité, elle se passe beaucoup dans le bulletin de vote et des gens qu'on choisit pour nous gouverner, et aussi dans les euros qu'on dépense, parce que effectivement, dès qu'on achète un produit, c'est politique en fait. C'est des entreprises qu'on soutient, c'est une économie qu'on soutient ou pas. Et tu vois, là en ce moment, je lis un bouquin qui s'appelle Stolen Focus, qui parle beaucoup des problèmes d'attention des gens, du fait que dû en grande partie au téléphone, mais aussi à plein d'autres choses, notre attention elle est en train de se dégrader. Complètement. Et il y a un passage dans le livre qui est hyper intéressant, c'est la culpabilisation des gens sur des sujets, sur des problématiques que l'individu n'a pas créées. Tu vois, par exemple, la consommation de sucre. Tu vois. Aujourd'hui, on te dit, tu vois, dans plein de pubs, on dit attention, mangez 5 fruits et légumes, ne mangez pas trop sucré, c'est hyper mauvais, faites attention. Tu vois, on nous le dit beaucoup. Mais en même temps, les politiques, ils n'ont rien fait pour laisser tous les chocolats juste avant la caisse, avec du marketing ultra agressif. Si demain tu mets tous les paquets de céréales comme les paquets de clopes, les enfants ils en auront moins envie, tu vois, ils seront moins accros. C'est clair. Si tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire. Si tu interdisais les pubs McDo à la télé, c'est très facile à faire. C'est très facile à faire. C'est un vote, c'est réglé. Je pense que tu vois, il y aurait moins de problèmes. Donc il y a beaucoup de choses aussi, tu vois, qu'on laisse faire au niveau politique. Et après, on responsabilise énormément, tu vois, le consommateur final, alors qu'en fait, il n'avait pas demandé tout ça. On vivait très très bien sans McDonald's, tu vois, ou sans Coca-Cola, ou tu vois, sans ces industries-là, quoi. Donc c'est important de rappeler que c'est aussi beaucoup les gens qui nous gouvernent aussi qui sont là pour maîtriser et stopper un peu ces hémorragies, quoi. Bien sûr, non, c'est un système qui est en place et qui s'alimente, et il y a des raisons très claires sur pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui se passe, que ce soit au niveau des catastrophes climatiques, des catastrophes sociales, même des guerres.
ça peut s'expliquer malheureusement de manière très rationnelle et par lien de cause à effet. Et pour autant, ouais, comme tu le dis très bien, on a le pouvoir, non seulement quand on vote, mais aussi dans les choix qu'on fait au quotidien, la manière dont on vit, et chacun à son niveau. Et c'est là où l'élément de justice sociale, il est indissociable de la lutte environnementale. Et c'est quelque chose sur lequel moi j'ai vraiment ouvert les yeux, notamment en vivant aux États-Unis, où chacun est dans son environnement de manière différente, chacun fait face à des infrastructures, des choix, des niveaux de vie, des capacités, des moyens différents, et on peut pas sauver le monde sans sauver les habitants de la planète. Enfin, j'ai vu un truc, je crois, vis-à-vis des incendies, des méga incendies qui se passent à Los Angeles, où il y avait des milliardaires qui font des demandes sur Twitter, est-ce qu'il y a des pompiers privés qui sont disponibles, ma maison crame. Et pour moi, c'est l'illustration même de la sans-issue du système qu'on a créé. C'est-à-dire qu'on a une escalade de la richesse et au point même où sa maison individuellement va brûler, c'est l'argent qui va nous sauver, quoi. Alors que non, au moment, on est dans un monde fini et les capacités, l'énergie dont on a à disposition, c'est des limites qui sont finies aussi, quoi. Donc, et on croit que l'argent est un jeu infini. C'est une lubie. Donc bref, on s'éloigne de l'UTMB, on s'éloigne du trail, mais ouais, pour moi c'est là où, encore une fois, le trail, c'est un jeune sport, c'est une discipline dans laquelle c'est déjà incroyable qu'il y a bon nombre d'athlètes qui se soient un peu exprimés sur ces sujets-là. Et donc c'est ça qui est excitant, c'est qu'il y a matière à sensibiliser et à continuer de faire bouger les choses en faisant grandir cette discipline que tant de monde adore et qu'on a envie de voir grandir, quoi. Ok. Mais je suis tout à fait aligné avec toi, et c'est l'occasion de bien faire les choses et de les faire intelligemment. Allez, tout dernier mot de la fin. Pour revenir un tout petit peu sur du sport, où est-ce qu'on va te voir en 2025 ? Est-ce que tu as déjà commencé un peu ton planning de course ? Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et qu'est-ce qui est prévu pour la suite ? Ouais. Que tu sais déjà aussi, parce qu'il y a plein de choses qui sont encore en réflexion. Comme tu l'as dit, tu aimes bien faire les choses et prendre le temps de bien les faire. Ouais, puis j'aime bien aussi, j'ai déjà des plans, on va dire des hypothèses en fonction de comment se passe le début de saison, mais pour l'instant je me prépare vraiment pour aller courir donc à Chianti, en Toscane, en Italie. C'est une course de circuit UTMB qui fait 120 km, et ce qui m'intéresse sur cette course, donc j'ai choisi cette course parce que je suis jamais allé en Toscane et ça me fait très envie, et c'est une belle excuse pour y aller. Si j'arrive même à y aller, faire un week-end en reco avant ça serait super. Mais après, en fait, c'est une course où, du fait que cette année il y a 2 tickets pour se qualifier pour la Western States, il y aura une belle densité. En tout cas, j'espère, et j'en suis à peu près sûr. Il y a déjà certains athlètes qui ont annoncé qu'ils iraient. Et en fait, moi, c'est ça qui m'attire. C'est que je dis pas que la Western States ça me fait pas envie. Je pense que ça me fait très envie pour plein de raisons. C'est juste à côté de là où il y a beaucoup de la famille de Camilla qui habite. C'est une course que un de mes potes proches, il a le record et c'est le maître des lieux. Mais c'est à l'autre bout du monde. Voilà. Donc c'est pas innocent d'aller faire une course à l'autre bout du monde, en tout cas pour moi. Et je dis pas ça, j'ai tout le respect et aucune... je veux pas mettre du tout de culpabilité envers les gens qui le font. Ça fait partie du sport aujourd'hui. Mais pour revenir à ta question, pour moi, vraiment, c'est ce qui me plaît, c'est que mon début de saison, c'est Chianti. Et je vais essayer de m'appliquer à faire la meilleure prépa et d'aller faire ma meilleure course possible là-bas. Et selon comment ça se passe, on verra pour la suite, quoi. Et s'il n'y a pas la Western, c'est pas la fin du monde, parce que ça me plaît de mettre aussi plein d'autres courses plutôt pas trop loin d'ici, parce qu'il y a une densité d'événements et de courses qui sont juste phénoménales, et y compris à varier les distances et les terrains, quoi. Toujours dans cette idée de se déshabituer. Je vais peut-être faire un petit détour par le cross là dans les week-ends qui arrivent, juste pour
pour le fun, quoi. Ok, bon bah écoute, je vais suivre ça, très cool. Chianti, c'est pas cette course que Annelise Rousset avait fait et qui avait été très très compliquée, où c'est très haut, c'est très haut tout du long de la course, non? Ou et je crois qu'elle a En altitude, tu veux dire? je sais plus, il me semble qu'elle, où il y avait beaucoup de vent et beaucoup de pluie, elle a fait ça. Je sais qu'elle a fait une course en Italie où c'était l'horreur. Et on regarde un souvenir. Bon, écoute, en tout cas, j'irai m'enseigner pour voir un peu le parcours de la course. Merci beaucoup, Vincent. C'était hyper chouette. On est un peu limité sur le temps. J'aurais pu te longer. C'est aussi de ma faute. Le train est arrivé un peu en retard. Pas de la faute de la SNCF. Il y a eu un tragique accident. On l'a fait. Mais on l'a fait. On a fait un très bel épisode. Merci d'avoir pris le temps. J'ai passé un super moment. Pour les auditeurs et les auditrices, si vous êtes encore là, allez suivre Vincent. Si vous n'êtes toujours pas abonné à son compte, allez regarder. Si vous avez aimé l'épisode, vous mettez un petit pouce bleu, vous mettez 5 étoiles aussi sur votre application de podcast. Ça nous fait toujours plaisir. Et vous pouvez partager cet épisode. Tiens, voilà, ça nous fait plaisir. Et puis envoyez un petit message à Vincent si vous avez aimé. C'est pour le remercier. C'est lui qui a fait tout le boulot. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. C'était trop chouette. Merci à toi. Merci d'être venu jusqu'à Annecy. Salut. À la prochaine. Ciao. Yes.